Venin avec Lucien Douy, un papa, un grand-père extraordinaire pour qui les médias n'ont plus de secrets. Exact. Alors Lucien, tu es content d'être avec nous dans Crash ton Venin ce soir? Ouais, je suis très très content aujourd'hui d'être avec vous parce qu'on va pouvoir parler de toute l'histoire de Julie et je vais pouvoir en parler librement. Ouais, Voilà. librement. Voilà. Tu connais la thématique de Crash ton Venin? Non. C'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, ça, c'est Tu sais facile. faire? Je peux le faire. Alors on commence. Alors est-ce que tu es né en France? Je suis né en France. Je suis né à Créteil le 29 janvier 1953. Waouh. Voilà. De parents tunisiens. De parents tunisiens. Voilà. Donc quand même, hein. Il y a des racines. Il y a des racines, origines, il y a hein. des origines, des très belles origines. Tu vois, c'est intéressant. Absolument. Est-ce que tu es issu d'une famille nombreuse? Ah oui, nous sommes 8 enfants, 8 enfants. 4 garçons, 4 filles. Ah. Et 2, ça faisait 10. Sacrée fratrie. Très, très grande fratrie. De parents unis ou séparés? Non, de parents unis Mm. et très aimants. Très aimants. Ouais, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mm. Peu de moyens, peu d'argent, mais beaucoup d'amour. C'était de l'aide, de l'entraide. Tout le temps. Tout le temps, Tout tout le le temps. temps. Tout le temps. Tout le Les temps. grands repas. Voilà, les grands repas, la vie en commun, les vacances en commun, même s'il n'y avait pas trop d'argent, même si c'était des petites vacances, mais il y avait toujours le lien familial extraordinaire. Tu as fait des colonies? J'ai fait beaucoup de colonies. Ah. Parce qu'à l'époque, on avait le droit à y aller presque gratuitement. C'est vrai? Oui. C'est dommage, hein, ça a changé depuis. Ah oui, ça a changé. Mais non, on a eu beaucoup de colonies. Oui. Comment tu étais à l'école quand tu étais plus jeune? Alors, j'étais très gentil, Mhm. très attentif au début quand j'étais petit, mais après, j'ai eu des petits problèmes quand même. Après, j'aimais pas trop l'école quand même. Ah. J'aimais beaucoup le sport, le dessin. J'étais bon un peu de temps en calcul et tout, mais il y a eu un blocage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas? Ça t'a... Si, je peux raconter. Allez, C'est même c'est-à-dire que moi, j'étais très bon en calcul mental. Mm. Et si tu veux, le jour où on a remplacé les chiffres par des lettres, Mhm. j'ai pas compris. Ah. C'est-à-dire que si moi, je vais à la boulangerie, je lui donne... À l'époque, c'était 5 francs. Oui. La baguette coûtait 1 franc, il me rendait 4 francs. Mm. Mais le jour où on m'a dit, tu vas avec A ou à la boulangerie, tu payes B et te rends C, C'était fini. c'était fini. Donc je me suis braqué et voilà, j'ai dit un jour à mon papa, j'avais 14 ans, papa, je ne peux plus aller à l'école. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, mon fils, c'est pas grave, tu vas aller travailler. À l'époque, c'était courant, ça, c'est vrai. Hein. Ben oui, parce que c'était plus facile. Puis j'ai commencé à être apprenti plombier chez mon oncle qui cherchait justement quelqu'un et j'ai pas eu le choix. Hein. Si tu veux pas aller à l'école, tu restes pas à la maison, tu vas travailler. Pas Donc, le choix. Sinon voilà. dehors, Donc, c'est ça? Exactement, pas dehors, non, pas dehors. Mais tu restes pas rien faire. Ouais. Donc à 14 ans, j'ai commencé à travailler. Mm. Et je regrette pas du tout parce que j'ai eu, ça a été dur bien sûr, mais j'ai connu très tôt le monde du travail et puis à l'époque tout allait bien quoi. Ça t'a jamais complexé? Non, Non. pas du tout. T'en Non, étais non. fier? Oui, parce que je pouvais dire que j'ai travaillé de bonne heure, j'ai gagné ma vie, j'ai appris très vite le métier Mhm. et puis après je me suis débrouillé tout seul quoi. Et comment tu étais adolescent avec les filles? Ah, Ouais. alors petit, j'étais moins timide. Mais après, en grandissant, il y avait un peu de timidité quand même parce que, comment expliquer ça? C'était le manque de confiance, je pense. Hein, D'accord. voilà. À la maison, on parlait de sexualité ou pas du tout? Non, pas du tout. Chez nous, c'était Tabou? tabou. Mais pas tabou parce qu'il fallait pas, tabou parce que mes parents non plus n'en parlaient pas avec leurs parents. Donc c'était à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. En Tunisie, on ne parlait pas trop de ça. Donc je l'ai plus appris avec mes frères qui, voilà. Qui t'ont glissé des petits tuyaux. Voilà, des petits tuyaux, voilà, exactement. T'as eu beaucoup de copines? Non. J'ai été. T'es pas un Casanova? Je suis pas un Casanova. J'ai été à chaque fois que j'ai rencontré des filles, ça a duré un peu de temps. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 43 ans que je suis avec mon épouse. Ah oui, bah alors voilà. Donc voilà, j'étais pas un Casanova. Non. Alors, bah justement, quand est-ce que tu as rencontré ton épouse? Alors j'ai rencontré Violette en 79. Elle était serveuse dans un centre de vacances et moi j'avais une petite fille d'un premier mariage qui justement, c'était D'accord. l'exception, avait duré 1 an et demi. Donc ça a été très court.
Et puis j'ai rencontré Violette, elle était serveuse, donc moi je suis venu un mois après pour être animateur sportif. Puis on s'est rencontrés là, et puis de fil en aiguille, voilà, on ne s'est plus quittés. Je lui ai demandé quand je suis revenu à Elle Paris. t'a fait craquer. Complètement. Et puis quand je suis revenu sur Paris un mois après, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, voilà, je ne peux pas passer de toi, est-ce que tu veux me rejoindre? Et elle a demandé ça. Une grande sensibilité quand même. Je ne peux pas me passer Ah oui, de oui, toi. oui, 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 oui. Non, je suis très sensible. Très sensible. Très sensible. Je suis sensible parce que la vie est tellement compliquée que je donne beaucoup. Je ne veux pas forcément recevoir, mais je donne quand j'aime et que j'apprécie, je donne. Tu donnes énormément. Ouais. Donc tu l'appelles et elle accepte de venir sur Paris? Et oui, elle accepte. Alors elle arrête son travail, elle donne sa démission. Et puis j'étais la chercher à la gare d'Austerlitz, je crois, si je me rappelle bien, avec sa petite valise. Et puis on avait un petit appartement rue Gracieuse, dans le 5e. Et puis voilà, depuis on ne s'est pas quittés. Et tu avais une petite puce, tu disais déjà? Oui, j'avais une petite fille d'un an et demi, Vanessa, qui aujourd'hui vit aux États-Unis, d'un premier mariage. Et elle l'a accepté de suite? Elle a Il n'y a pas eu accepté. de problème? Ouais, non. Bon, je l'avais en garde alternée, puisqu'à l'époque on était divorcés. Et non, il n'y a jamais eu de problème, bien au contraire. Ça se passait bien, les gardes alternées? Oui. Tu n'as jamais eu de problème à ce niveau-là? J'ai eu des petits problèmes à ce niveau-là, parce que malheureusement, quand on est adulte et qu'on se sépare, c'est généralement compliqué entre adultes. Oui. Voilà. Beaucoup de conflits parentaux. Voilà. Donc, on avait réussi à trouver un arrangement quand même pour que tout se passe bien pour elle. Donc, ça allait quand même. C'était pas la joie, mais ça a été. À l'époque, tu avais réussi à communiquer. Oui. Est-ce que tu étais passé par un médiateur ou pas? Non, on avait pris un avocat en commun pour se séparer et on avait trouvé comme un accord tous les deux que il fallait essayer pas trop se chamailler. Bon, il y a eu, bien sûr, mais pas trop se chamailler pour Vanessa, pour qu'elle vive ça le mieux possible. Et ça s'est quand même pas mal passé. Donc elle est arrivée, elle a pris ta fille, vous vous êtes installés. Voilà, on s'est installés. Il y avait Vanessa qui était restée avec nous pendant 6 ans. Oui, parce qu'après elle est partie avec sa mère aux États-Unis. D'accord. Et après Violette, ça s'est super bien passé. Et puis après 7 ans de vie en commun, on a fait Julie. Voilà. Tu as fait Julie. Voilà. On a fait Julie. On a fait Julie. Je reviens sur la petite que tu as laissée partir. On voit encore ta sensibilité, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu refuses. Bah oui, non, parce Pourquoi? parce que elle avait 7 ans. Pour elle, c'était nouveau. Et que quand mon ex-femme Gina m'a dit je pars aux États-Unis, m'installer et vivre là-bas, j'ai demandé à Vanessa si elle voulait et elle m'a dit oui. Donc encore une fois, j'ai dit oui, même avec la peine que j'avais, le chagrin que j'avais. T'as écouté. Voilà, j'ai pas voulu m'opposer à qu'elle soit heureuse. Moi j'ai dégusté, c'est clair, mais encore une fois, pour qu'elle soit bien dans sa peau et qu'elle le vive bien, j'ai accepté. C'est intéressant, tu t'es laissé en second plan, encore une fois. Ouais. Oui, parce que je pense que si j'avais refusé, si j'avais interdit qu'elle parte, ce que j'aurais pu faire, bien sûr. Elle aurait été malheureuse. Voilà, je pense qu'elle m'en aurait peut-être voulu. Et je pense que l'expérience qu'elle a eue là-bas, donc je pense que ça lui va, puisque maintenant elle est aux États-Unis et qu'elle s'y sent bien. Tu as privilégié le bien-être de l'enfant. Voilà. Ce qui est important. Ce qui est très important, parce que je pense que ça l'aurait perturbé si j'avais dit non. Donc tout de suite après, tu as eu un cadeau. J'ai eu un cadeau. Julie. J'ai eu Julie, voilà. On a eu Julie qui avait 10 mois et qui était à notre mariage. On s'est mariés après. Après. Alors, quand Julie est arrivée, tu as ressenti la même chose qu'avec Vanessa? Ouais. C'est-à-dire que, explique-nous un petit peu. C'est-à-dire que comme je sortais quand même d'un chagrin amoureux, on va dire, parce que j'ai aimé aussi mon ex-femme aussi. Et quand Julie est venue, j'avais comment je pourrais dire? Elle a comblé. Elle a comblé ce qui me manquait, voilà. C'est-à-dire que ayant perdu Vanessa, je retrouvais Julie. Et comme je l'avais fait avec Violette, par amour bien sûr, donc tout allait bien. C'était quelque chose de tout neuf, tout nouveau.
Et j'ai failli l'appeler Amour. Elle a failli s'appeler Amour en premier prénom. Et pourquoi elle s'est pas appelée Amour? Ben, c'est parce que je ne sais pas si c'était heureusement ou malheureusement pour elle, hein, je te dis franchement, c'est que le médecin, le gynécologue qui a accouché Violette, je le connaissais, c'est un ami, et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais Lucien, clairement, il m'a dit, c'est dur à porter Amour, et si elle n'est pas belle plus tard? Je lui ai dit non, mais c'est pas possible. Et il m'a dit non, réfléchis bien, et c'est vrai que ça aurait été peut-être dur à porter après, donc on l'a appelée Julie Amour. Oui, même à l'école, hein, c'est vrai que... Voilà, j'ai pensé encore à elle et me suis dit que c'est vrai que ça serait peut-être un peu dur à porter. Mais elle s'est quand même appelée Amour en deuxième prénom. Alors, comment elle était cette petite fille à l'école? Bah, Julie, elle était toujours pétillante, elle avait toujours envie de vivre. Même bébé, elle était agréable, elle allait partout. Elle était curieuse? Elle était curieuse comme tout le monde. Puis bon, on était beaucoup présents avec Violette. On était une famille très soudée. On faisait tout ensemble. Elle était bonne élève? Elle était bonne élève, petite, plus grande. Après, au collège, elle était bonne aussi puisqu'elle a fait des études de biologie. Ah oui, quand même. Ah oui, elle a eu son bac et puis elle a voulu rentrer après son bac dans la police scientifique. Oui. Et puis malheureusement, il fallait faire un examen très important et elle l'a raté. Oui. Donc là, elle a dit hop, je veux faire un break. Et donc pendant un an ou deux, elle faisait des petits boulots à droite à gauche, elle faisait les jobs de vacances, tu vois. Elle bougeait, elle avait envie de bouger pendant un an ou deux. Alors on lui a dit écoute. Elle voulait faire ses propres expériences. Voilà, puis on lui a dit de toute façon, si tu breaks un an ou deux, c'est pas grave. Mais très compréhensible. Voilà, mais il faut que tu bosses, tu restes pas à la maison. C'était comme ça, comme mon papa m'avait fait, on lui a fait. Et bon, c'est vrai qu'elle était tellement sérieuse, tellement gentille que voilà. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Elle s'est mise à chercher des petits boulots à droite à gauche. Non, de ce côté-là, franchement. Julie, elle te parlait de tout. Ouais, on avait réussi à, même avec Violette, on avait réussi à avoir un dialogue de tout. C'est-à-dire que si elle sortait, on lui disait voilà, par exemple, tu rentres à minuit, c'était pas minuit une. Hein. C'était minuit. Elle savait que papa il était en colère après. Hein. Voilà, et comment il était papa en colère? Papa en colère, il criait quand même. Non, j'ai quand même été... C'est vrai, hein, on ne t'imagine pas en colère. Si, je suis souvent en colère. Mais c'est parce que j'ai eu un papa et une maman qui nous ont appris le respect. Le respect des gens. Et pour toi, c'est important. Voilà. Ça. Moi, je vis encore aujourd'hui avec le respect des gens. Même si des fois, je leur parle plus. Si je les croise dans la rue, je leur dis bonjour. Si je les ai connus avant. C'est super important. Et je veux mon fils Jordan est pareil. Et mes petits-enfants, je leur apprends aussi le respect parce que c'est important de respecter les autres. Et elle était au top. Elle avait des amis qui à l'époque fumaient un petit peu le pétard. Elle te racontait tout ça? Ah oui, elle était très ouverte. Et puis elle nous disait clairement que elle ne faisait pas partie de la bande parce qu'elle ne fumait pas, quoi. Donc on lui expliquait que c'était pas grave. De toute façon, elle aurait des amis qui eux ne fumaient pas. C'était comme ça. Elle a jamais fait de grosses bêtises? Non. Puis en plus, comme on parlait un peu de tout, si elle faisait des bêtises, elle nous le disait. Si elle a été volée dans un magasin, un petit truc, voilà. Mais de grosses bêtises, non, parce qu'elle savait quand même que on aurait été très très touchés et on aurait peut-être été un peu méchant avec elle parce que dur, pas méchant, mais dur, ferme, voilà, parce qu'il y avait c'était le respect. Si tu fais une bêtise, tu assumes la bêtise. Tu te fais attraper, si on m'appelle au commissariat, tu prends une claque. Alors toi, tu étais pour la fessée. Ah oui, moi je suis pour la fessée. Non, attention, tu vas pas plaire à beaucoup de monde. C'est pas grave. J'ai pas dit la fessée pour rien, moi. J'ai dit la fessée. S'il y a un parent qui me dit qu'un jour il n'a pas eu envie de donner une fessée à son enfant, je le crois pas. Je le crois pas. Au moins tu craches. Ça c'est dit. Je le crois pas. Je dis pas qu'il faut donner des fessées tout le temps. Mais des fois ils sont forts. Donc une petite fessée, ça, je crois pas qu'il n'y a pas de parents qui l'ont pas fait. Et qui n'ont pas eu envie de le faire. Tu me disais donc Julie, elle fait plein de petits boulots, puis après elle vit encore chez vous? Oui, bien sûr. Elle va à la maison, elle fait elle est partie à la Cano faire 2 mois d'été, après elle revenait. Non. Elle n'a jamais pris son envol entièrement. Elle a toujours vécu chez vous? Toujours vécu chez nous. Voilà, la porte chez nous était toujours ouverte. Puis il n'y avait pas de raison, elle s'entendait très bien. Si elle partait, elle revenait. Voilà, il n'y a pas eu de soucis là-dessus.
Elle a eu beaucoup d'amoureux ou... Non, Non. Elle en a eu un sérieusement à l'époque, un petit jeune homme qui habitait chez nous, et avec qui elle est restée 2 ans, je crois, si je me rappelle. Bon, après, il y en a peut-être eu d'autres que je ne sais pas. Oui. Hein. Ah, Voilà. tu sais pas tout. Je hein. sais pas Il y a tout. les jardins Mais secrets bon, aussi. voilà, hein. voilà. Mais non, elle n'a pas eu trop d'amoureux, et puis elle était fidèle aussi, quoi. La preuve, c'est qu'elle est restée 13 ans avec... Alors raconte-nous, justement, tu vas nous raconter un petit peu. Et ben voilà. Donc, Donc Julie, elle était en période d'été, donc elle était en 2006. Elle avait décidé de faire un peu de break et elle avait trouvé un job d'été dans un bar à Calvi. oui. Et puis elle devait faire 3 ou 4 mois, je ne me rappelle plus exactement. Et puis un jour, elle nous appelle, elle me dit papa et maman, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, tout va bien. J'ai dit écoute. Hein, tu es en train de revivre la même histoire que maman avait avec moi, donc Présente-le-nous. voilà, non, tout allait bien, c'est-à-dire qu'au départ, il était charmant, elle travaillait dans un bar, donc il était là comme client, ils se sont connus, puis un jour elle nous a dit, eh ben écoute papa, je suis amoureux, je vais m'installer avec lui. Elle te l'a présenté ou pas? Elle nous l'a présenté après. C'est-à-dire que c'est après, parce que comme Elle s'est installée d'abord? voilà, elle a habité chez lui, et puis après, on s'est déplacé avec Violette, on a été chez lui à l'entrée de l'île Rousse, et là, elle nous l'a présenté, voilà, mais c'était quelqu'un... La première fois que tu l'as vu, c'était quelqu'un de... t'en as pensé quoi, voilà? Au départ, bon, c'était quelqu'un de charmant, c'était, je pense que... Tu l'as apprécié de suite? Je l'ai apprécié, ouais, au premier abord, oui, parce qu'il est... Au moins t'es franc. Voilà, oui, il était charmant, il recevait, on allait au restaurant, on se battait pour payer. Voilà, Il c'était était courtois. voilà, courtois, gentil. C'était le prince charmant. Voilà, exactement, comme beaucoup. Hein. Et puis un jour, ils sont venus à la maison au mois d'octobre, je crois, et puis il est arrivé avec un bouquet de fleurs. C'était la fête de la Saint-Fleur, donc Violette. Et il est revenu avec un bouquet de fleurs. Voilà, c'était quelqu'un de charmant. Avenant, voilà, avenant, avenant, un peu renfermé. Mais on peut pas être tous comme nous. D'accord, mais tu avais quand même constaté qu'il était renfermé. Il était pas comme nous. Nous, qui a famille nombreuse, qui adorons rigoler, dire des bêtises et tout. Lui, il était plus renfermé, il avait le droit. Mais il était heureux, Julie était heureuse, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça a été comme ça pendant des premières années. Voilà, puis après... Julie, elle a vécu combien de temps avec lui? Alors, elle a vécu de 13 ans. 13 ans. 13 ans, elle a vécu 13 ans avec lui. Tout ce qui s'est passé, ça a commencé à quel moment en fait? Alors, nous, on s'est aperçu un petit peu du changement de Julie après le deuxième enfant. D'accord. Donc au départ, tout va bien. Au départ, tout va bien. Il y a le premier garçon, donc on est chez elle, on mange chez eux, on vit, on est tranquille, on partage beaucoup de choses. T'avais souvent Julie au téléphone à cette Oui, période? oui. On avait, moi un peu moins, mais Violette énormément, parce que complicité maman-fille, voilà, tout allait bien, elle racontait sa vie, et puis elle nous a annoncé sa grossesse. Le premier enfant, quand il est arrivé, ça s'est bien passé? Impeccable. Lui, il a été à la clinique avec elle, cauchemar. Tout allait bien. Le premier enfant, pour elle, ça a été merveilleux, parce qu'elle était très maman. Très maman. Elle voulait des enfants. Ah oui, il n'était pas question qu'elle n'ait pas d'enfants dans sa vie. De toute façon, elle a même arrêté de travailler pour ses enfants. C'était une volonté de sa part d'arrêter de travailler? Oui. Au départ. D'accord. Au départ, ça a été une volonté, parce que comme Violette avait fait aussi la même chose pour pouvoir profiter de Jordan et de Julie et de Jordan, donc Julie avait fait la même chose. Donc elle était mère au foyer, elle avait tout ce qu'il fallait, il était heureux, tout allait bien. Et après, 2 ans après, au deuxième enfant, là, on a commencé à s'apercevoir qu'elle avait changé. À quel moment? Pendant la grossesse? Après la naissance. Après la naissance du deuxième, elle souriait moins, elle donnait moins de nouvelles, elle était plus triste, elle avait changé. Elle était plus renfermée. Plus renfermée, voilà. Et puis quand on lui posait des questions, elle disait non, tout va bien. Elle trouvait toujours un échappatoire? Toujours. Il y avait toujours un petit chemin détourné pour qu'on change de conversation. Malheureusement, Elle avait du caractère, Julie? Ouais. C'était une femme de caractère. Ouais, elle savait ce qu'elle voulait. Et malheureusement pour elle, elle était trop gentille. C'était une femme de caractère, mais très gentille. Très gentille, voilà. Elle avait un cœur gros comme ça. Et
je pense qu'elle n'a pas su voir tout de suite qui il était. Parce que, encore une fois, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Développe un peu. Est-ce que tu penses qu'elle pensait pouvoir le changer? Non, Quand tu je, dis non, elle a je, pas je, su je qui pense, il je, était. je pense qu'elle l'avait connu tellement gentil qu'elle Mhm. s'est dit, ça va être un passage. D'accord. Il y a un mauvais moment à passer, comme ça arrive souvent dans des couples et tout. Et je pense qu'elle s'est dit pendant quelque temps, ça va changer. Il va, Ça ira mieux demain. voilà, voilà. Et puis après, on a appris bien après aussi que l'emprise de ces hommes, est tellement énorme C'est un que travail psychologique voilà, intense, c'est un travail psychologique, c'est un travail de longue haleine. de longue haleine, de répétition, et à force d'entendre qu'elle n'était pas belle, qu'elle ne servait à rien, qu'elle avait besoin de personne pour vivre, bah, malheureusement, ça Elle avait rentre. besoin de personne pour vivre. Lui, il lui Ah, disait, d'accord. regarde, on est tous les quatre, on a besoin de personne. Bon, Déjà, il essayait de la couper du monde. complètement. Mhm. Déjà, il a coupé de nous, puisque nous, on avait moins de nouvelles. Après, il a coupé de ses amis, parce que ses amis, c'était toutes des... Bon, voilà, je vais dire le mot, des prostituées. C'était Des coquines. des coquines, voilà. Et c'était ça, quoi. Et qu'elle n'avait pas besoin d'elle Ouais. pour vivre. Il avait réussi à Avoir le mal partout. voilà. Puis volontairement, hein, le mal, il ne le voyait pas partout forcément. Il Là où créait. ça l'arrange. Voilà. Et puis en plus, il fermait la porte. Il fermait les portes. Donc elle recevait personne à la maison. Elle sortait plus. À l'école, elle faisait les retours. Mais Les amis, elles vous ont pas prévenu? ben, c'est toujours pareil. Les amis, Julie les a pas non plus alertés trop. Elle disait des petits mots à chacune, mais elle disait pas tout. Et puis en plus, comme après c'est devenu des amis très profonds, elle leur disait ne dis rien à mes parents. D'accord. Parce qu'elle me connaît, Elle avait peur? je pense de qu'elle ta avait peur de réaction. ma réaction et elle m'a protégé surtout. Elle m'a t'a pro- beaucoup protégé. Oui, je pense avec le recul, je pense qu'elle m'a protégé parce que connaissant mon caractère et connaissant que je pète les plombs très vite. Ah, c'est ce que j'allais dire. Développe un peu ton Voilà, caractère. voilà, je peux Tu es le péter les feu. plombs. Je suis le feu. Je peux péter les plombs très vite. Tu te laisses pas faire. Non, je ne supporte pas l'injustice de toute façon. Ah, c'est important ça. Tu ne supportes pas Non. l'injustice. C'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose quand ça arrive. Mais c'est vrai que quand je peux le crier, quand je peux intervenir, j'interviens, quoi. Et elle le savait. Elle le savait parce que je lui ai dit, de toute façon, Julie, si t'arrive quoi que ce soit un jour, tu comptes sur nous, tu m'appelles, je viens, quoi. À partir de quel moment Alors, tu disais il y avait beaucoup de violences psychologiques. À partir de quel moment il y a eu de la violence physique? Alors, la violence physique, on l'a appris après, puisqu'en 2018, elle nous a appelé avec Violette pour nous dire que elle en avait marre de vivre avec lui et que lui avait fait subir des violences psychologiques et physiques depuis des années. Et on a appris que ça faisait 2-3 ans qu'il était devenu violent physiquement avec elle. Voilà, donc, mais encore une fois, elle nous a rien dit. Si elle nous l'avait dit, je pense que j'aurais été la chercher, quoi qu'il arrive, enfant ou pas enfant. Elle serait rentrée avec Elle nous. vous a dit ça par téléphone? Elle nous l'a dit, pas par téléphone, elle nous a dit qu'elle en avait marre de la violence. Donc c'était de visu. Voilà. D'accord. Et quand on a été la voir au mois d'août, là, elle nous a dit qu'il avait été violent physiquement. Et là, on a commencé à... Et lui, il était où à ce moment-là? Parce que Alors lui, je on suppose avait... qu'il n'était pas là. Non, lui, le problème qu'on avait eu avec lui, c'est que pendant des années, du fait qu'il voulait plus nous voir, parce que... Bah, c'est pas qu'il voulait plus nous voir, c'est que... Il avait fermé les portes. Voilà, et que quand on allait voir Julie, il disait jamais non, mais il venait jamais. On a invité au restaurant, il venait pas. On allait chez lui, on n'y allait plus parce qu'il voulait pas nous voir, donc on avait pris un hôtel à l'Île-Rousse. Tout ça à l'arrivée du deuxième enfant. Ouais, après, La première fois les premières fois qu'il s'est comporté comme ça avec vous, quand vous êtes repartis, même si Julie vous avait rien dit, quel a été votre sentiment à tous les deux, c'est-à-dire que là, on s'est dit, bon, là, ça va plus. Là, quand on est reparti, Tu t'es posé la question, est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Est-ce que toi et ta femme... Non, même pas. je pense que c'était, comme il avait décidé de mettre son emprise sur sa proie, mais au début, tu ne savais pas. voilà. Donc quand tu repartais... Voilà, mais quand tu repartais, il te disait pas, il te disait au revoir, il t'emmenait à l'aéroport. Non, il faisait ce que tout gendre, entre parenthèses, fait. Avec le sourire? Toujours. Au début, toujours. Ils sont C'est important. manipulateurs. Ah, c'est
crache. Voilà, ils sont manipulateurs, ils savent ce qu'ils font et ils prévoient ce qu'ils font. C'est pas comme ça. Je te donne, je te paye le restaurant, mais tu vas me le repayer un jour. C'est exactement ça. Hein, c'est comme ça. Donc au départ, tout allait bien. Il était charmant. Il nous emmenait, il nous ramenait. Le soir, on allait manger chez lui, on buvait l'apéro. C'était quelque chose de commun pour nous, parce que de convivial, de gens qui s'entendent bien ensemble. Et puis voilà, encore une fois, après le deuxième enfant, là, on a commencé que c'était plus ça. Donc quand on venait, il nous parlait à peine. Quand on venait à la maison... Il faisait la gueule. Il faisait la gueule, oui. Il faisait la gueule, ouais. C'est-à-dire qu'il avait décidé de plus être agréable. D'accord, c'était fini. Voilà. Donc, on savait... Julie, elle était à lui, et puis voilà. Voilà, puis bon, comme Julie nous disait jamais rien, elle nous disait, ouais, ben, il est comme ça, il aime être tranquille. Bon, ben, puis il avait le droit de pas nous aimer, hein. Oui. Ça, c'est aussi son droit. Mais on sentait que c'était pas ça, quand même. On sentait qu'il avait une emprise. Et puis... un jour, quand ça a commencé vraiment à ne plus aller, un jour, je rentrais de la plage avec Julie et elle était devenue tellement maniaque et peur de lui que quand les enfants montaient dans la voiture, elle avait une petite balayette Pour ramasser. ouais, pour balayer les pieds le sable des pieds. Puis moi, je monte dans l'appartement, Julie me dit, papa, je vais laver la voiture. Je monte, j'avais un sac de plage. Oui. Je rentre avec les petits et je le vois en train de passer l'aspirateur, il me regarde, il dit, oui, le sac de plage, il faut le mettre dans la cuisine en hurlant. J'ai dit, mais... Ah, il a hurlé sur toi. Ah oui. Là, il n'y avait plus aucune retenue. Ah non, là, ça y est, c'était parti. Je suis pas au Club Med ici, vous n'êtes pas au Club Med. J'ai posé mon sac, j'ai rien dit, et Julie est arrivée, mais il n'a pas changé de ton parce que Julie est arrivée. Il a insulté Julie devant moi. Ah, devant toi, ça y est, il avait passé un cap. Il avait passé un cap. D'accord. Donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai dit à Julie. Ta femme était avec toi? Non, elle était restée sur le continent. Elle arrivait que la semaine d'après. D'accord. Et j'ai dit à Julie, écoute Julie, si tu veux, je prends ma chambre d'hôtel. Si tu veux, je reste, mais c'est fini. T'as senti que t'étais de trop? Oui, voilà, j'étais de trop. On t'a fait comprendre que t'étais de trop. Voilà, de toute façon, après, on a pris une chambre d'hôtel avec Violette quand elle est arrivée pour pas rester à la maison parce que ça servait à rien. D'accord. Et quand on lui a expliqué à Julie qu'il m'avait envoyé paître, elle a dit oui, mais papa, mais il est comme ça. Je dis bon, écoute. Il est comme ça, ça faisait beaucoup il est comme ça. Voilà, mais parce qu'elle avait l'emprise. Non, mais c'est bien de cracher parce que ceux qui t'écoutent, il y a l'emprise. beaucoup de il était comme ça. Oui, bien sûr. Et elle lui a trouvé des excuses. Hein. Des excuses, mais on a appris après que c'était des excuses par peur. La peur justement, la peur des représailles, la peur de prendre des coups, la peur il y a eu aussi la peur de mourir, puisqu'il lui avait dit, si tu parles ou si tu dis, je te tue, toi et tes enfants. C'est des choses qu'elle n'ose pas raconter tout de suite, mais qui arrivent. De toute façon, il faut du temps pour pouvoir parler. Voilà, puis il faut avoir le courage de le faire. Puis il faut avoir l'entourage aussi. Puis les menaces, puis l'entourage, il a quand même duré, il a duré quand même 13 ans. Et pourtant, il y avait du monde autour d'elle, il y avait des amis, il y avait des... Mais il y a la honte aussi. Il y a la honte de se dire que j'ai raté ma vie. Et puis, comment dire à quelqu'un qu'on aime, à ses parents, que l'homme avec qui j'ai eu 2 enfants, il me tape dessus, quoi. Est-ce que tu penses que Julie, à ce moment-là, elle l'aimait encore? Ouais. C'est ça le problème. Tu penses que l'amour a été plus fort? Ouais, je pense parce que elle nous l'a dit un jour avant de... Non, elle nous l'a pas dit, on l'a entendu sur une audio, qu'elle lui a dit « je te quitte mais je t'aime encore ». Je te quitte mais je t'aime encore. Je t'aime encore. C'est-à-dire qu'il l'avait tellement détruite. Il l'avait poussée à l'extrême. Voilà. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Parce que toutes ces femmes qui sont violentées, il y a eu quelque chose, il y a eu de l'amour. Il y a des sentiments de toute façon. Voilà. Et c'est ça qui est... Et c'est pour ça qu'elles partent et qu'elles reviennent. Voilà. Qu'elles partent et qu'elles reviennent. On dit que pour qu'une femme arrive à se libérer, il faut compter au moins peut-être 7 fois. C'est 7 à 8 fois. Oui, c'est ça, parce que Julie, elle avait été mise à la porte 4 ou 5 fois. Voilà, elle était revenue le matin pour ses enfants, quoi, parce qu'il y avait aussi les enfants et qu'il n'était pas question qu'elle parte sans ses enfants. Tu vois, c'était... Et quand elle partait, qu'elle revenait au départ, est-ce que ça se calmait pendant un petit moment? Non, je pense qu'après, à la fin de ces histoires, elle revenait que pour les enfants. Même si lui faisait du cinéma style je vais changer, non, elle n'y croyait plus. Je pense que quand elle nous a annoncé qu'elle en avait marre, c'est que vraiment elle n'en pouvait plus et qu'elle a dû espérer peut-être
peu avant que ça s'arrange. Mais ces hommes-là, ils ne changent pas. Il n'était pas comme toi, il laissait pas le choix aux enfants. Non. Visiblement, il les gardait un peu en otage. Il les a gardés. Il les gardait en otage parce que c'était que du matériel. Mhm. C'était, il y a 4 ans, ils avaient des quads, ils avaient des uns, ils partaient en vacances au bout du monde. Mais moi, j'ai jamais vu avec ses enfants sur la plage. Développe un peu ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on allait voir Julie Ouais. en vacances, il n'était jamais là. Même le samedi et le dimanche. Il s'en occupait pas. Oui, il s'en occupait pas. Il faisait le beau devant les autres. Parce qu'ils étaient toujours nickel, ils étaient toujours bien habillés. Propre sur eux, irréprochable. Les plus beaux restaurants. Là. Mais je les ai jamais vus avec nous sur la plage, en train d'aller se baigner avec eux. Alors, hors vacances, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il a passé beaucoup de temps avec eux à se baigner dans l'eau. Voilà. Est-ce que tu l'avais déjà vu, je sais pas, les laver, les habiller Non. Non. Parce que beaucoup de femmes, alors j'appuie dessus, beaucoup de femmes disent la même chose, que ces hommes ont comme instinct le paraître, en fait, devant les autres. Tout doit être irréprochable, c'est exactement ça. mais ne mettre jamais la main à la pâte, quoi, en fait. Lui, c'était, si tu veux, le problème, c'est que lui, il était maniaque. C'est-à-dire que lui, si tu déplaçais un verre, il passait derrière pour le remettre à sa place. D'accord. Il était tellement maniaque que Julie était devenue maniaque. Par peur, parce que Julie n'était pas maniaque. Par peur. Et ses enfants étaient pareils, c'est-à-dire que quand les enfants rentraient, il fallait enlever les chaussures, les mettre dehors, les brosser avant de les rentrer dans la maison. Les enfants faisaient une bêtise, il fallait arranger. Donc, oui, il était au taquet. Voilà, il était plus que maniaque, c'est-à-dire que rien ne devait traîner. C'était au garde à vous. Au garde à vous, exactement. Donc si tu veux, c'était... Encore une fois, elle avait choisi. Hein. Est-ce que tu le voyais faire des câlins aux enfants ? Je l'ai rarement. Tu le voyais pas s'en occuper, mais il aurait pu les prendre Non, dans les bras, même jouer avec eux, je ne l'ai pas vu. Parce que de toute façon, même quand nous on était là et qu'on partageait des moments avec eux, il n'était pas là, lui. Il n'était pas là, il était... Alors, il nous a fait croire au début, c'est que, mais non, reste avec ta famille, profite de ta famille pendant qu'elle est là. D'accord. Mais après, on a compris que non, il ne voulait pas nous diversion, voir. Ouais, parce que même un restaurant, à la fin, il ne venait pas. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué, je pense, sa vie, c'est qu'il était associé avec un ami qui avait un fast-food sur la plage de l'île Rousse. Et on est venu manger avec Julie, Violette et ses enfants. Donc on a pris des hamburgers et tout. Et son fils a pris un Diabolomante. Une menthe à l'eau, pas un Diabolomante, une menthe à l'eau. Et je me suis dit quand même, ça m'a tellement travaillé l'esprit que j'ai dit, il ne va pas me la facturer. C'est vrai ? Oui. Sur la facture, il y avait menthe à l'eau. C'est pas vrai. Voilà. Donc j'ai compris que ce jour-là, on n'existait plus pour lui. Incroyable. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment ne plus compter sur lui, quoi. C'était clair. Il nous aimait plus, quoi, c'est tout. Après, j'ai compris qu'il nous aimait plus, de toute façon. Et donc Julie, au moment où elle vous avoue qu'il lui tape dessus, elle parle de tout. Elle nous dit exactement, elle nous dit tout ce qui s'est passé après, elle nous dit. Mais au début, elle me dit, papa, surtout, tu restes calme, parce que c'est le père de mes enfants, et je veux pas qu'ils subissent eux. Voilà, donc elle voulait vivre sa vie, refaire sa vie, mais sans priver leur père de ses enfants. Elle voulait le maintenir. Elle voulait maintenir le lien. Le lien de papa avec les enfants et tout. Et elle m'avait fait promettre de ne pas intervenir méchamment. C'est arrivé. Mais... Donc, et toi ? Alors moi, je veux avoir ton ressenti. Je ne veux pas aller trop vite. Je veux savoir quand ta fille te dit ça, te dit tout ce qu'elle vit depuis des années, des violences psychologiques et physiques. Qu'est-ce que tu ressens ? Je suis un volcan. Hein. Le problème, c'est que si c'était que moi et si je ne m'étais pas promis de rien faire... Est-ce que tu as parlé ? Est-ce que tu es resté stoïque ? Est-ce que tu es devenu agressif ? Je suis devenu agressif un peu envers les autres. Envers moi, je suis devenu agressif envers moi un peu parce que je... Non, au moment même où elle t'annonce la chose. Ah mais j'ai envie de tout casser. T'as envie de tout casser dans la pièce. J'ai envie de tout casser parce que de toute façon, on se doutait qu'il y avait c'est ce que j'allais dire. Est-ce un que malaise. tu te reproches quelque chose ? Je me reproche peut-être d'avoir pas su aller la chercher, la prendre de force.
Bon, après, elle a dit qu'elle nous avait dit... Non, mais tu savais pas. Je te parle au moment où elle t'informe. Oui, mais c'est au moment où j'aurais dû la prendre de force et la ramener sur le continent. Mais... tu lui as proposé de... Oui. Mais elle nous avait dit qu'elle ne voulait pas partir encore à cause des enfants. Sans ses enfants. Elle partira jamais sans ses enfants. De toute façon, elle l'avait dit, elle le répétait. Et puis, elle était majeure. D'accord. Si je ne pouvais pas la prendre par les cheveux. Bah non. Je ne pouvais pas la tirer de force. Déjà, la pauvre. C'est bien le problème de l'emprise. Hein. Voilà, la pauvre, elle avait déjà eu le tirage de cheveux avec lui. Donc, mais encore une fois, ma façon de lui montrer que il fallait faire attention, c'est que je suis venu le maximum de temps avec elle. Tu venais le plus souvent possible. Je suis pas pendant de octobre à fin février, j'ai dû rester 4 mois et demi encore. Ah oui, en faisant des allers-retours, parce qu'il fallait que je rentre aussi. T'étais inquiet. Hein. Oui, non, mais de toute façon, j'étais en permanence sur le qui-vive. Quand elle t'a annoncé cette violence, ta femme était là, était avec toi? Violette était avec moi. Quelle a été la réaction de Violette? Violette, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée en larmes, de toute façon. Elle a pleuré. Oui, et puis encore une fois, on s'attendait que le couple n'aille pas, mais à passer au cap de la violence, alors que nous, on ne savait pas ce que c'était la violence conjugale. Est-ce que ta fille a été plus loin? Est-ce qu'elle a parlé de violence sexuelle? Non. Elle s'est arrêtée à la violence. Non, je pense que... alors, je sais pas. Elle n'a pas dit à ta femme qu'elle avait subi du viol conjugal? Non. Puis je pense que si elle avait eu ce genre de choses, je pense que d'elle-même, elle aurait crié sa colère. Elle aurait crié parce qu'elle était d'abord contre tout ça, bien sûr. Elle a accepté la violence physique, mais la violence conjugale, je pense que... le viol conjugal. Je pense que... Elle l'aurait crié. Parce que bien souvent, les femmes qui sont victimes de violences psychologiques vient après la violence physique. Et bien souvent, quand elles sont mariées, arrive la violence, le viol conjugal. Parce que quand elles souffrent, quand elles sont battues, elles n'ont pas envie spécifiquement d'avoir des rapports sexuels. Et des fois, le partenaire, même après avoir violenté sa compagne, lui est en demande. Et donc, bien souvent, elles ne le crivent pas sous les toits, mais elles le subissent. Bien sûr. Puis, de toute façon, ça, j'avais entendu ça par quelqu'un que j'aime beaucoup, Isabelle Hélène Renet. Oui. Ernestine, qui nous avait expliqué lors d'un colloque que quand vous avez une engueulade avec votre mari, mesdames, et qui vous a tapé dessus, après, vous allez au lit. Et quand vous allez au lit, vous lui faites l'amour. Mais vous ne lui faites pas l'amour. Il ne vous fait pas l'amour, il vous viole. Et ça m'avait tellement marqué. Moi, j'allais dire un autre mot. C'est comme ça qu'elle l'avait dit. Donc, ça m'avait tellement marqué que je me suis dit, mais c'est dingue, c'est affreux, quoi. Et là, je me suis dit, c'est vrai que ça doit être affreux pour ces femmes. Bien souvent, le moyen de... Alors, on va aller plus loin, on va cracher. Le moyen de calmer le partenaire, c'est justement d'accepter de subir. Parce que ça le soulage et que sa colère est maintenue quelque part. Puis c'est aussi le fait de calmer sa colère. Voilà. En se disant, il va me violer, entre parenthèses. L'adoucir. Et ça va l'adoucir, parce qu'il va avoir retrouvé, il va être le conquérant qui voulait être. Donc je pense que, voilà, mais le maître. Ouais. Voilà, le maître. De toute façon, ils veulent tous être le maître. C'est clair. Pour agir de cette façon, pour lever la main sur une femme, la traiter comme ils la traitent et leur faire subir ce qu'ils leur font subir, c'est impensable. Mais justement, toi, tu es un homme. Tu dis c'est impensable. Quand ta fille t'a dit ça, tu es resté bloqué dessus. Tu t'es dit mais ce n'est pas possible. Bah oui, parce que tu l'imagines pas. Ouais. Tu l'imagines pas puis la violence. Est-ce que tu t'es dit que c'est un problème de génération ou non, même pas? Non, je pense que c'est les hommes, certains hommes. Et puis le problème, c'est que quand quelqu'un te parle de violence, que ce soit ta fille ou une femme, tu te rends pas compte de ce que c'est la violence, ce que ça peut être. Tu sais que beaucoup de parents minimisent. Parce qu'on peut pas imaginer. Quand on a vu le corps de Julie sur des photos pendant le procès où elle avait des hématomes. Oui. On a vu les coups. On a entendu les audios où il la traite, où il dit je vais la fracasser,
Et là, tu te rends compte de la violence. Mais quand on te dit t'as pris un coup de poing, oui, un coup de poing. Mais tu peux pas imaginer. J'ai pris une gifle. Voilà. J'ai pris un coup de poing. Tu peux pas imaginer la violence que c'est. Et c'est ça qui est dur à comprendre. Bien souvent, des fois, elles disent on m'a cassé les côtes. Hein. Oui, c'est voilà. c'est quand même pas rien. Voilà, mais c'est énorme. De toute façon, le nez. Ça devrait être puni. Hein. Mais tu as des parents, souvent, qui continuent de minimiser la chose. Ah, oui. Mais pourquoi tu as une explication, ça? Je sais pas s'ils veulent se valer la face ou s'ils veulent pas admettre. Je sais pas. Ou sûrement la honte aussi. Sûrement la honte. Parce que moi, la seule fois où il a levé la main sur Julie devant moi. Et toi, t'as pas eu peur d'avoir honte? Tu t'es dit, viens, c'est pas grave? Non, parce que le jour où je me suis battu avec lui au stade de foot parce qu'il avait levé la main sur Julie. C'était bien après qu'elle t'ait raconté tout ça? Oui, elle est restée combien de temps après? Après, elle est restée un mois, puisque un mois après qu'on est reparti, donc on est reparti début août. Fin septembre, elle a été, après une mainte engueulade, il l'a mise à la porte en petite culotte. Et fin septembre 2018, elle avait une foire à l'Île-Rousse et elle avait plus ses enfants puisqu'il lui avait pris et il l'a appelé pour lui montrer les enfants et à la vue de tout le monde, il l'a pris par les cheveux, il lui a mis des coups et là elle m'a... À la vue de tout le monde? Pas à la vue, pardon. Caché. Ah d'accord. Caché, pardon, excusez-moi. Caché, excuse-moi. Personne n'est intervenu. Voilà, non, caché. Je sais que ça arrive des fois dans les transports, mais quand même. Non, là, caché, parce que là, je pense que si ses amis l'avaient vu, il aurait passé un mauvais quart d'heure. Donc il l'a pris par les cheveux, il a mis des coups, à l'abri de tout le monde. Et après, en revenant, il a lâché. Et à ce moment-là, Julie nous a appelés, il m'a dit, papa, il m'a frappé. Il m'a tiré les cheveux. J'ai dit, écoute, là, tu vas aller porter plainte à la gendarmerie. C'était sa première plainte? C'était pas sa première plainte. Il y a eu des mains courantes, mais il n'y avait jamais eu... Les mains courantes étaient jamais sur la violence physique. Mais les mains courantes n'ont pas le même impact que ça sert à rien du tout. Alors crache-le, vas-y. Mais voilà, encore une fois, c'est qu'une femme qui va porter plainte, qui va pour porter plainte, il y a des gens en face d'elle qui vont la dissuader parce que c'est du boulot. Une main courante, vous la mettez, une main courante, elle va dans les bureaux. Une plainte, on est obligé de la faire remonter. Et malheureusement, quand vous arrivez pour porter plainte et que vous êtes traumatisé, vous savez plus quoi faire. Et on vous explique que la main courante, c'est pareil qu'une plainte, mais non. La main courante, elle ne servira que si il y a un procès derrière. Exactement. Voilà, s'il n'y a pas, ça reste dans les dossiers, ça ne sert à rien. Mais il faut porter plainte. Voilà, il faut absolument porter plainte. Et encore une fois, je le répète, si on ne veut pas vous écouter, vous restez, vous demandez de porter plainte. Aujourd'hui, ça a été voté, c'est une loi. Vous ne sortez pas du commissariat. Mettez-vous à genoux, à plat ventre, mais sortez. Non, mais je le dis en rigolant, mais c'est ça parce que sans cette plainte, rien ne sera ouvert. Exactement. Aucun procès, aucune enquête ne sera faite. Voilà. Donc, et malheureusement, quand il vous arrive ça, vous êtes perdu. Il n'y a personne pour vous aider, il n'y a personne pour vous expliquer. Vous allez porter plainte. Et puis même pour l'instruction du dossier, il faut avoir des plaintes. Ah oui, de toute façon, sans plainte et sans preuve, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est normal. Alors tu disais, c'était pas sa première plainte, donc il y avait eu une main courante avant. Et puis à partir de ce moment-là, donc à partir de fin septembre, ça a été permanent. Il lui a fait l'enfer. Et là, à partir de là, les plaintes sont parties pour menaces, pour harcèlement. Tu sais à peu près combien il y a eu de plaintes? Alors Julie, je pense qu'il y a eu 5 plaintes. Et moi, j'en ai mis 4 ou 5 pour menaces de mort. D'accord, contre moi. Il m'a menacé de mort. Il m'a menacé de mort 4-5 fois. Je me suis battu avec lui. Un jour, une fois au stade. Une fois au stade, voilà, où Julie voulait aller voir ses enfants. D'ailleurs, il y a eu un film. Il y a eu un film où fait. On voit l'histoire. Voilà. Le film est conforme. Le film est conforme à l'histoire. En tout point. Pas en tout point, parce que encore une fois, l'histoire de Julie, elle est plus là. D'accord. Donc ça aurait pu finir différemment en diffamation parce que si on avait exagéré les gestes, on ne sait pas, elle n'est plus, là pour raconter. Mais il y a eu cette violence où il est venu m'insulter, interdire Julie d'aller voir ses enfants au foot et qu'elle est rentrée dans les vestiaires, qu'il arrivait en furie, qu'il lui a mis un coup de poing. Et là, tu as réagi. Et moi, je lui ai mis un coup de tête. Mais et là, c'était qui parlait? C'était le père? Ah, c'était le père en colère. Le père très très en colère. Et je pense que... c'était le père ou c'était l'homme qui remettait les choses? Non, le père. D'abord, ça a été le père.
si ça avait été plus loin, ça aurait pu être l'homme. Mais là, ça a été le père qui... Qui n'a pas pu se retenir. Ah oui, de toute façon, c'est même Julie, une fois qu'on nous a séparés, elle m'a dit, papa, tu as vu ce que tu as fait? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'on appelle le petit trou noir. Le petit trou noir, ça dure quelques secondes. Elle m'a dit, tu lui as mis un coup de tête. J'ai dit, quoi? Bon, après, je lui avais ouvert la lèvre. C'est comme ça. Mais ça a été... plus fort que toi. Ah oui. J'ai pas réfléchi. Je me suis même pas posé la question du pourquoi, du comment. Je suis parti en live, je me suis retrouvé par terre avec lui. Et heureusement qu'il y avait des gens et surtout des enfants, parce que c'était quelque chose d'affreux de se battre devant des enfants. Mais ça pouvait pas être autrement. Il y avait tes petits-enfants? Mais oui, il y avait mes petits-enfants qui jouaient au foot. Et il y avait d'autres enfants, quoi. Donc on s'est retrouvés par terre tous les deux devant le stade. Et non, ça a été d'une violence... c'était d'une violence rapide, mais d'une violence inouïe. Oui. Je pense que même si j'avais 20 ans de plus que lui, je ne sais pas dans quel état... Il y a une rage. Ah oui. Puis il a levé la main. Le cumul de tout ce que tu avais entendu. La peur pour Julie, et puis il a levé la main sur Julie, quoi. Tape ta fille. Et sans retenue. Il n'est pas revenu qui m'a donné un petit coup de poing. Non, il est venu pour lui taper dessus, quoi. Et là, donc toi aussi, tu portes plainte. Donc 4 fois. Moi, je porte plainte, bien sûr, puisqu'on s'est battu. Et puis, lui, il a été malin. Pour dire que quand je dis qu'il prévoit tout... Alors, dis-le bien. C'est que quand on s'est battu, moi, j'ai été porté plainte pour bagarre. Et que lui, il a été quand même à l'antenne. L'antenne, c'est une antenne médicale qui se trouve à Calvi. Et il a été faire un IRM, je lui ai mis un petit coup de tête dans la bouche. Il a exagéré. Voilà. Il a amplifié. Voilà, c'est devenu, l'enquête l'a prouvé, qu'il avait été passé un IRM, qu'il avait... il a amplifié la chose pour que ça ait un impact. Voilà, pour se justifier du geste, quoi. Donc ça a été comme ça constamment. Et après, il est parti porter plainte. Ah oui, de toute façon, chaque plainte que Julie ou que moi avons portée, il portait plainte derrière. Donc... ça a été comme ça pendant jusqu'à malheureusement qu'il a C'était un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, et puis on pense qu'il avait prévu, quoi. Il savait que si elle portait plainte, en portant plainte derrière, ça peut être un peu parole nul. Contre parole. Voilà. C'est souvent ce qu'ils disent. Voilà, c'est ta parole contre parole. C'est ta parole contre la mienne. Donc automatiquement, on s'est aperçu qu'après, malheureusement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ça a été comme ça constamment. Jusqu'au moment où il avait même décidé, parce qu'en France, malheureusement, encore une fois, quand vous n'êtes pas marié, le père et la mère ont autant de droits, et vous n'êtes pas obligé de donner les enfants à l'autre. Tant que vous n'êtes pas passé devant un juge, exactement, vous faites ce que vous voulez. Donc il avait décidé de lui laisser une soirée par semaine. Elle avait vécu 10 ans à s'occuper de ses enfants, et subitement, il avait décidé... Du jour au lendemain. Voilà, et on ne pouvait rien y faire. C'est encore instaurer une espèce de torture. Voilà, c'est psychologique. Voilà, le pervers narcissique, la définition, c'est que il chasse. Une fois qu'il a chassé, il affaire, il chasse. Une fois qu'il a chassé, il détruit. Et s'il ne peut pas détruire, il détruit par l'intermédiaire des enfants. Voilà. Totalement. Et c'est exactement ça. Donc par l'intermédiaire des enfants, il a continué à détruire Julie. Pas le droit de les voir. Maman était devenue une mauvaise mère, moi j'étais devenu le grand-père méchant. Voilà. Il y avait la frustration aussi des enfants bien sûr. À qui leur mère manquait. Les enfants, ils ont vécu leur vie avec leur mère. Donc là, du jour au lendemain, tu vas pas voir maman, ou quand ils voulaient aller voir maman, ils les empêchaient. Maman était devenue la maman méchante parce qu'elle s'occupait plus d'eux. C'est maman qui est partie, c'est maman qui a mis papa à la gendarmerie. Tout était maman. Voilà, puis il a détruit ses enfants. Il y a eu des conséquences, même au niveau de l'école? À l'école, oui, parce qu'à un moment, le plus petit des deux allait mal. Ouais. Il avait des vomissements, il était souvent absent. C'est-à-dire qu'il leur a fait tellement de souffrir, il les a fait tellement souffrir psychologiquement, physiquement. Après, on a appris qu'il les tapait aussi. Mais psychologiquement, que les enfants, ils étaient détruits, quoi. Ils ont vécu. Ils étaient craintifs. Pas craintifs, mais craintifs du père, oui. Ils ont vu la violence, de leur père. Ils savaient de quoi il était capable. Voilà, en fait. puis ils ont vu la violence. D'accord, il effectuait sa violence devant eux. Devant eux, oui, bien sûr, ça a été prouvé. De toute façon, ça a été prouvé. Donc, ils ne se gênaient pas. C'était pas le regard, c'était pas l'abri. Pas du tout de retenue. Non, pas de retenue. Voilà. Devant les autres, oui, c'était toujours le papa merveilleux, toujours nickel, toujours bien intentionné, mais devant les autres.
Voilà. Et après, il a pris ce rôle de papa pendant les 6 mois où il a mis Julie à la porte et qu'elle est parvenue, en faisant croire à tout le monde que c'était elle. Qui l'assurait. Voilà, c'est moi, vous voyez, je suis le papa idéal, je m'occupe de mes enfants, elle est partie, elle s'occupe de rien. Bon, personne n'était dupe. C'est une bonne à rien. Voilà, mais personne n'était dupe. Mais... Alors tu dis que personne n'était dupe. Qu'est-ce qui te prouve que personne n'a été dupe? Bah, Est-ce qu'il y a eu c'est parce des que choses tout le monde savait que ça allait plus, qu'il était violent avec elle, parce que... Tu parles du voisinage quand tu dis tout le monde? Les gens en général, ils savaient qu'il était violent avec elle, puis il avait dit à tout le monde que de toute façon, tout le monde était au courant qu'il allait la tuer. Il l'avait dit. Il passait son temps à dire qu'il Oui, moi, il me l'avait dit à moi. Il me dit, si elle ne quitte pas la balagne, Mm. je lui ferai la misère, je vais la défigurer, je vais la tuer, je te tuerai aussi. Donc, les mois où on était avec elle, tout le monde était au courant. Hein, c'était pas... il avait même raconté à une amie, un jour qu'il était à Bastia, au terrain de foot avec son fils, qui lui a dit, ton beau-frère, il est à Borgo, en prison, je vais bientôt le rejoindre. Ah. Voilà, donc c'était clair. C'était clair, il avait prévu ce qu'il allait faire. Et pourtant, il avait les enfants. Oui, mais... Donc, en fait, c'est quoi qui a déclenché, qui l'a déclenché davantage? Je pense que c'est la peur de perdre ses enfants. Parce que Julie ne lâchait pas l'affaire. Voilà, Julie, de toute façon, elle avait accepté une garde alternée alors qu'elle voulait une garde seule. Julie avait accepté de ne pas faire d'histoire pour que les enfants voient leur père. Mais comme lui avait décidé le contraire, il avait peur de les perdre. Oui. Et je pense que la première fois qu'il a été en procès à juge pour enfants au JAF, voilà, c'est ce que je veux savoir. au mois de janvier 2019, la juge lui avait dit monsieur, il faut vous attendre à voir moins les enfants que vous les avez en ce moment. Et lui, il lui a répondu non. Carrément. Donc déjà il savait. On voyait son tempérament. Voilà. La juge s'est adressée à son avocate et lui a dit, maître, dites à monsieur Garcia qu'il faut qu'il s'attende à voir moins ses enfants. Il a dit non. Et il a dit encore non. Donc voilà, et je pense que comme à la sortie de ce tribunal, malgré que la juge avait eu entre les mains une lettre des assistantes sociales comme quoi les enfants avaient peur pour leur vie et pour la vie de Julie, oui. On lui a laissé la garde des enfants parce qu'ils avaient estimé que Julie n'avait pas encore un travail stable, qu'elle n'avait pas une maison, mais qu'elle avait trouvé déjà. Mais l'enquête n'avait pas été poussée plus. D'accord, elle avait déjà trouvé un toit. Elle avait trouvé un toit. Elle avait un travail. Elle avait un travail, elle avait trouvé un toit, elle avait une chambre pour les enfants, donc il n'y avait aucun problème dessus. Et je pense que lui, il n'a pas accepté qu'il perde ses enfants. Mais parce qu'il n'avait plus d'emprise. Il perd les enfants, il perd l'emprise qu'il a sur lui. Bien sûr. Donc je pense que le fait de la veille de l'assassinat, l'avant-veille de l'assassinat de Julie, où il a récupéré les enfants le vendredi alors qu'il devait les récupérer le dimanche soir, et que Julie lui a donné, parce qu'elle ne voulait pas d'histoire, et que son avocate lui a dit « Allez porter plainte à la gendarmerie, comme quoi il vous a pris les enfants ». Ah d'accord, il avait déjà recommencé à pas respecter le jugement. Voilà. Donc en fait, il allait à l'encontre du jugement qui avait déjà été établi. Voilà, elle devait l'avoir. Le JAF avait établi. Voilà, elle devait avoir un week-end sur 2, des vacances scolaires. Donc elle devait rendre les enfants le dimanche soir. Lui, il est venu les chercher le vendredi. Et comme il est venu les chercher, et elle lui a donné pour ne pas avoir d'histoire, donc elle a appelé l'avocat. L'avocat lui dit Allez porter plainte. Oui. Et ça, c'est moi qui le pense. Hein. On ne saura jamais la réalité. Mais je pense que quand il a su qu'elle avait porté plainte parce qu'il avait pris les enfants... Et qu'il n'avait pas raison. Voilà, je pense qu'il a dû se dire qu'il les avait perdus. Il n'était pas dans son bon droit. Voilà. Effectivement, il avait été à l'encontre du juge. Voilà, je pense qu'il a dû penser que là, il les avait perdus et qu'il n'aurait plus d'emprise sur elle. Voilà. Et malheureusement, 2 jours après... il a fait ce qu'il a fait. Mais donc Julie, elle avait réussi à meubler son appartement. Elle avait retrouvé une vie de femme. Les enfants, quand ils allaient là-bas, ils étaient comment? Les enfants, malheureusement, avec le père qui était derrière, ils étaient craintifs. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de tout. Si quelqu'un frappait à la porte, ils sursautaient parce qu'ils avaient peur que le père arrive. Ça en était à ce point-là. Ah oui. C'était quelque chose d'affreux pour eux. Mais cracheux, parce que c'est même moi, quand j'étais là-bas et que j'allais chercher mes petits-enfants, ils ne me faisaient pas la bise.
Parce qu'ils avaient peur que le père soit derrière et qu'il leur avait interdit de me faire des câlins et de me faire la Et bise. quand tu rentrais, ça se passait différemment quand tu Ah. fermais la porte de l'appartement? Ah oui, après on était complices. Ouais, mais il fallait que tu passes le seuil de Voilà, la il porte. fallait qu'on rentre et qu'ils retrouvent un peu de sûreté et d'envie de jouer. Mais Et ça, tu l'as compris de suite? ouais, je l'ai compris de suite parce que leur comportement avait changé. Mhm. Et après, j'ai appris, le petit m'avait raconté un jour qu'on avait joué à la Wii. Oui. Et que quand il est rentré chez son père le lendemain, tout heureux, il a dit ouais, j'ai joué avec papy à la Wii, il s'est fait déchirer, quoi. C'est-à-dire? Oui, le père lui a dit comment tu ne veux plus que tu joues avec papy. Je crois qu'il avait une claque, il m'a dit, le petit. Mais voilà, il leur interdisait tout, c'est-à-dire qu'on était devenus. Mais il lui a pas donné de raison. Non, il fallait plus jouer avec papy. Maman, Julie, Maman, c'était une vilaine, papy, c'était un vilain. voilà, on était devenus les un peu méchants, tout le on monde, était devenus les méchants, on était devenus les vilains. Il fallait pas du tout nous parler. Bon, ils pouvaient pas faire autrement parce que j'étais là, mais encore une fois, ils étaient craintifs. Julie, elle avait, pour se faire un peu d'argent, elle gardait 2 petites filles à la sortie de l'école puisqu'elle n'avait plus personne. Oui. Il a réussi à mettre les enfants. Un jour, il est venu avec ses garçons en montrant Julie, en lui disant regardez votre mère, elle a pris des filles adoptives et elle vous abandonne. Ah, il allait loin. Ah oui, non, mais c'était Il était vraiment dans la perversion. complètement. Mhm. C'était vraiment une ordure. D'accord. Pour moi, c'était même plus la perversion, c'est une ordure, c'est quelqu'un qui est inimaginable. Et les enfants, même Julie à la fin, elle disait à ses copines, elle nous disait papa et maman, je pense que mes enfants ne m'aiment plus. Tellement qu'il leur avait bourré la tête. Ça a été dur pour Julie, Ouais. une fois qu'elle les a repris, quand elle les a eu le week-end, Elle essayait de combler. recréer un lien. Ouais, mais c'était trop court. Elle ramait. Elle ramait, leur comportement avait changé, ce qui est normal, Ah oui, puisqu'ils avaient la peur et tout. Mais elle, ça l'a détruite complètement. Même leur père racontait pas mal de choses qui Ah, n'étaient pas vraies. Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'était des enfants. devenu Voilà. moins que rien. Voilà. Ils avaient 6 ans et 8 ans, donc petits. Il les a tellement manipulés que c'était comme ça, quoi. Mais voilà. Et puis je pense que pour eux, elle a tout subi, quoi. Elle a tout subi. Ouais. Pour ses enfants. Pour ses enfants. Ouais. Alors, est-ce que tu l'as vu avant que ça arrive? C'est-à-dire que nous on l'avait vu, Violette et moi l'avons vu le 20 octobre, puisque c'était son anniversaire et que ses amis avaient fait un anniversaire surprise. Donc on avait fait une fête et ce monsieur n'a pas voulu donner ses enfants. Encore une fois, l'anniversaire de maman, mais sans les enfants. Il n'a pas voulu. Les amis de Julie lui ont proposé laisse-nous les enfants. Il a jamais voulu. Et puis il est tenu en otage. Voilà, c'était ses otages, c'était ça menait d'échange. Son emprise. Voilà, il savait qu'il allait la détruire comme ça. Donc de toute façon, il le savait. Et puis donc octobre, donc Violette est venue pour l'anniversaire. On est resté un peu de temps. Elle est repartie. Et nous, je suis rentré janvier. Moi, je suis rentré janvier et après on l'a pas revu parce que je lui ai surtout dit, je lui ai dit s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, tu sais que je viens, de toute façon je faisais les allers-retours, mais il faut que je rentre. Et elle m'a dit non papa, t'inquiète pas, mais... Toi t'étais pas rassuré. Non, parce que... Tu sentais. Parce que combien de fois elle m'a dit, tu sais papa, s'il veut me tuer, ça peut être n'importe où. Il l'attendait devant le travail. Elle avait décidé de ne plus avoir peur? Non, ouais, elle avait peur, mais elle voulait pas le dire. Mais elle avait passé ce cap-là en se disant... C'est pas ce cap, mais je pense qu'elle en avait peut-être marre de dire j'ai peur. Marre d'avoir peur. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, parce que peur, elle a eu peur jusqu'à la fin, puisque de toute façon, il lui a fait l'enfer jusqu'à la fin. Ouais. Mais elle voulait se dire, c'est bon. Même si j'ai peur, c'est bon, je vais tenir. Et peut-être qu'en tenant, peut-être que ça va s'arranger, pas s'arranger entre eux, mais qu'elle va pouvoir reprendre sa vie. Et voilà, je pense qu'elle elle a eu peur tout le temps, et lui, elle lui a fait l'enfer. De toute façon. Et le drame arrive. Et le drame arrive donc le vendredi soir, elle va à la gendarmerie pour dire qu'il avait pris ses enfants. Là, elle tombe sur un gendarme et elle lui demande gentiment est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles de mon affaire? Et là, le gendarme lui dit oui, madame, il n'y a pas de problème, mais vous savez que toutes vos plaintes ont été classées sans suite. Et là, elle tombe. Et là, elle s'éclate et dit, et c'est là qu'elle dit il faudra qu'il me tue pour qu'on prenne mon histoire au sérieux. Malheureusement, ce qui est vrai. Voilà. Et 2 jours après, il l'a tué. Il l'a assassiné. Il a fait son féminicide. Voilà, il l'a assassiné
je vais être dur avec elle comme une chienne, parce qu'il lui a laissé aucune chance. Non, mais tu as les mêmes termes. J'ai reçu Jean-Jacques Bertin ici. Au même moment, enfin quasiment, il a les mêmes mots que toi. Oui, il parce a assassiné comme si c'était un chien. Oui, comme parce si que de toute c'était, façon, comme si c'était rien. un animal qu'on veut faire disparaître, on le pique, il souffre pas. Là, il a tout fait pour la faire souffrir. Il lui a fait peur, il lui a tiré une balle dans le bras, il lui a tiré une autre balle dans l'autre bras, il lui a tiré dans la poitrine. On le voit dans le film, c'est conforme. Voilà, ouais. C'est encore une fois, et il est parti, elle était vivante, donc il n'a pas eu le moindre regret, il n'a pas eu le moindre geste de compassion ou de j'appelle la police, mais j'ai tué. Non, rien. Il est monté avec une arme, il a armé son pistolet, il a mis un silencieux, il est monté pour la tuer. Il n'est pas monté. Voilà. Et encore une fois, la veille, le samedi soir, il lui a fait l'enfer parce qu'il l'a traqué, il était caché dans les buissons, elle était au cinéma avec des amis, il était là, il la suivait, voilà. Il aurait tué à 11h du soir, ou à minuit, il aurait frappé à la porte. Il a joué au chasseur. Voilà, et je pense que comme il voulait assumer ce qu'il a fait, il est monté, il était un dimanche à 11h30, il n'était pas un samedi soir à 23h. Tu vois, donc, et il ne s'est pas caché, il n'est pas parti en courant, il est descendu les escaliers, il a croisé la voisine. Simplement, je l'ai fait, je l'assume, et je suis fier, fier de l'avoir fait. Et même aujourd'hui, c'est horrible. Et même aujourd'hui, il regrette rien. Tu vois, donc. Pour toi, cet homme, il n'a pas de sentiments. Mais Comment tu le vois, toi? Moi, je vais l'exprimer à ma façon. C'est une merde. Une grosse merde, on l'écrase. Et après, on peut se laver les chaussures. D'accord. Mais il reste une grosse merde. Et une grosse merde, elle pue toujours. Voilà. Et pour moi, c'est pas un homme. C'est un homme qui fait ce qu'il a fait à Julie, ou une autre femme, peu importe. C'est pas un homme. Un homme, tu peux crier, tu peux avoir un moment de gueulante. Si ça ne va pas, tu prends la porte, tu repars, tu reviens 20 minutes après, tu rentres, tu t'exprimes ou tu t'exprimes pas, voilà. Mais là, faire ce qu'il a fait à Julie, la manière dont il l'a traité, la manière dont il lui a fait subir les coups, et je pense que l'acte en lui-même, il est impardonnable. D'accord. Mais la violence des coups, c'est encore plus impardonnable. Et de l'avoir tué, d'abord, j'aurais jamais une compassion pour lui, et même dans 20 ans, mais de l'avoir violenté comme il l'a fait, ça c'est un acharnement. Ah oui, complètement. Sachant que c'est une femme et qui est plus faible. Là, c'est un féminicide. Et je voudrais avoir ton point de vue. Justement, je vais te poser une question. Pour les hommes qui sont violents, qui sont souvent incarcérés pour violence conjugale ou autre, tu penses quoi de la justice restaurative? Moi, je suis moi, je suis dur parce que de toute façon, tout homme violent mérite une peine lourde, mais très lourde, et que ces peines soient fermes. Mais je te parle de ça parce que tu as fait tout un combat autour justement des féminicides, aussi autour des enfants, pour montrer à quel point ça pouvait les atteindre. Et on en parle beaucoup en ce moment de justice restaurative. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir ton point de vue là-dessus. Moi, le problème de la justice aujourd'hui, c'est qu'elle est là et on la respecte et c'est la justice. Mais encore une fois, c'est toujours, ou en général, à la faveur des assassins. Des assassins. C'est eux. Nous, on a pris perpète. Je l'ai dit, je l'ai répété, nous, on a pris perpète. Julie, elle ne reviendra plus jamais. Et moi, je vais appuyer encore un peu plus. Je voudrais que tu craches, mais vraiment, le fait qu'il y ait un féminicide, c'est monstrueux, c'est perpète. On est d'accord. Maintenant, pour les hommes qui n'ont pas eu le temps, je dis le temps parce que ça peut virer au féminicide, qu'on a réussi à arrêter à temps ou alors la victime a réussi à s'extirper, qui sont jugés, condamnés. Qu'est-ce que tu penses du fait que malgré tous les grenelles qu'il y a eu, malgré tous les cris d'alerte au niveau des enfants, malgré tout le tintouin qui a été fait autour de toutes ces causes, il n'y a pas eu les logements demandés,
Le milliard a été distribué, mais de diverses façons. Rien n'a été concluant. Il y a des choses qui ont été faites, mais pas à la perfection. Ouais. Bon, la perfection, c'est aussi compliqué. Mais passer du coq à l'âne, alors que quelque chose n'est même pas encore établi, qu'on est en train de créer des lois pour qu'elles soient appliquées, passer du coq à l'âne en passant de la justice restaurative justement pour ces hommes, alors qu'on n'a même pas encore pris le cas des enfants, de la prise en charge des enfants qui ont vécu ce genre de choses à cause de ces individus. On n'a pas encore pris le cas des familles qui ont vécu le féminicide, des soins ils ont des soins, ça n'a pas encore été pris en charge. On n'a pas encore pris en charge, c'est en cours. En 2024, il y aura un package, puisque Madame Rome nous l'a dit. Pour les femmes qui décident de quitter le logement pour qu'elles puissent se reconstruire, elles auront une espèce d'argent, on va les aider à les réinsérer, d'accord, c'est en 2024, mais c'est pas encore fait, c'est dit. Ben, tout est comme ça, c'est dit, c'est tout. Et de là, d'un seul coup, il y a une tangente qui est prise, et boum, on parle de justice, tout de suite ça passe à autre chose. Alors que rien n'est réglé. Alors moi, je voudrais que tu craches. Oui, je vais te dire. Le problème, c'est que tout ce qu'on nous promet, c'est des promesses. Moi, quand j'ai ouvert le Grenelle et j'ai entendu le Premier ministre nous dire que la destitution de l'autorité parentale se fera automatiquement, il a fallu 3 ans et demi. Exactement. Voilà, et encore. On est encore dessus. On est encore dessus, et la destitution de l'autorité parentale, c'est pas à vie. C'est un combat alors crash, c'est un combat permanent. C'est que, si je ne me trompe pas aujourd'hui, c'est jusqu'au procès. C'est un combat permanent. C'est jusqu'au procès. Jusqu'au prochain appel. Voilà, et le procès, malheureusement, on ne sait pas le résultat du procès. Donc je pense que de toute façon, un homme violent ne peut pas être un bon père. Donc s'il doit être destitué de l'autorité parentale, qu'il soit destitué à vie, même s'il n'est pas condamné. Est-ce qu'on peut les réparer Moi, non. Je veux te dire, je te demande depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses que tout de suite passer à la justice restaurative pour ces hommes, ces individus, est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je pense qu'on ne peut pas réparer ces hommes. Mais franchement, je pense que quelqu'un qui va passer... c'est mon point de vue, encore une fois. Je pense que quelqu'un qui va passer des années en prison, c'est une vengeance. Une femme qui va dénoncer... Et par exemple, si c'est un jeune de 19 ans qui par exemple, qui est violent avec sa concubine et qui l'emmène à l'hôpital et qui, pareil, est incarcéré, est-ce que tu penses que ces techniques peuvent changer la donne? Franchement, je ne sais pas, parce que je pense que tu es violent une fois. Bah, moi, j'ai eu l'expérience avec lui, celui qui a été Julie. Crash. Il a été violent avec son ex-compagne. Il lui a fait la même misère, il a fait la même chose. Bon, elle n'est pas morte. Il a reproduit. Il a exactement reproduit la même chose sur Julie. Et il a été quand même prouvé par des psychiatres que s'il ressort dans 20 ans, il refera la même chose. Donc c'est des psychiatres qui l'ont dit. Oui, bien sûr. Oui. Il est paranoïaque, donc il n'y a pas de traitement. Et quand j'entends qu'il y a des centres pour réinsérer les hommes violents... Voilà, crash. Et moi, je l'ai dit, quand j'ai été reçu. Parce que pas mal de monde veulent attribuer un budget. Voilà, moi je pense qu'on devrait plus donner ce budget à la protection des victimes que de réinsérer. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, tous les hommes qui vont passer des années en prison pour des violences et que leur partenaire est encore là, je ne pense pas qu'en sortant, ils la laissent tranquille. Je ne pense pas qu'en prison, ils ne ruminent pas leur vengeance. Et même au niveau des enfants, par exemple, est-ce que tu penses, finalement, les enfants qui ont vécu ce genre de choses, c'est comme s'ils avaient connu la guerre, d'une certaine façon, une guerre à la maison. C'est les futurs adultes de demain. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de les protéger. De toute façon, je pense que les enfants, encore j'ai entendu que les enfants qui ont vu la violence et vécu la violence, ils sont en grosse partie deviennent violents. Mais je pense que si tu les éduques, si tu leur montres qu'il y a autre chose, il est possible. S'il y a des soins aussi. Bien sûr. Alors les ça, on n'en parle pas. Ça, c'est prise en charge. C'est un mot qui n'existe plus. Ça, c'est un mot qui n'existe pas. Moi, ça fait 4 ans que je prends en charge et c'est moi qui prends les charges. C'est pour ça que j'insiste, des prises en charge. C'est le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que en tant que famille de victime,
on est dans une jungle judiciaire et administrative qui fait qu'on est complètement paumé. On est paumé. Personne nous prend. Il y aurait peut-être besoin d'une cellule, je ne sais pas, hein, qui vous dit voilà, vous avez subi ça, vous faites ça. Mais non, c'est débrouille-toi. Alors si tu as la chance de connaître des gens. Marche ou crève. c'est ça, parce que si personne t'explique ce qui va t'arriver et comment tu dois le faire, t'es paumé. Alors comment toi t'as fait? Alors moi j'ai eu la chance, entre parenthèses, d'avoir été d'avoir médiatisé l'histoire de Julie, oui, et d'avoir rencontré des gens dans les associations qui elles sont au courant et qui m'ont appris beaucoup de choses. Ils t'ont porté? Qui m'ont porté, et malgré que je leur ai expliqué que je ne voulais pas rentrer dans une association moi-même pour le moment parce que j'avais un but précis, c'est que ce monsieur paye pour ce qu'il a fait à Julie. Elles ont toujours été présentes et ça, je tiens à les remercier énormément. Et elles m'ont beaucoup aidé parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'un conseil, elles m'ont donné. Voilà. Et je pense que ça, c'est super important. Et je pense que... Est-ce que tu dirais que ça a été une chance pour toi? Oui, ça a été une grande chance d'avoir pu connaître des gens comme ça, parce que, encore une fois, on est perdu. On est complètement perdu. Et sans ça, vous ne savez pas, personne ne vous aiguille. Personne ne vous dit que il faut aller... là, mes petits-enfants, il a été destitué de l'autorité parentale. On est tiers de confiance jusqu'au mois de juillet, fin juillet. Oui. Puis après, il faut revivre tout ça. Non, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai appris, Redmond me l'a dit, qu'il fallait que je me porte tuteur légal. D'accord. Parce que sans ça, il existe plus. Mais si personne ne me le dit, et encore une fois, c'est une amie dans une association, si elle ne me le dit pas, je continue à vivre comme si rien n'était. Tu ne sais pas. Voilà. Tout simplement. Donc tu penses qu'on n'est pas assez informé? Absolument, mais c'est... Alors dis-le, crache. Moi, je le dis, et je pense que il faut, voilà, il faut créer une cellule qui prend les familles de victimes ou les femmes en danger pour leur expliquer ce qui va leur arriver et ce qu'il faut faire. C'est comme j'ai entendu, les avocats. Les avocats sont des gens qu'on a besoin. On a besoin d'un médecin, on a besoin d'un chirurgien. Oui. Voilà. Mais les avocats, c'est à vous de les trouver. Et par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous avez d'argent, c'est un avocat ou l'autre. Mais pourquoi pas avoir une cagnotte pour les familles de victimes, pour qu'elles se défendent de la même façon? Une caisse, en fait. Voilà, parce que... Pourquoi mais ça, c'est vraiment politique, ce que tu es en train de dire déjà. Je ne sais pas si c'est politique ou pas. C'est plus haut, en fait. Voilà, parce que... Ou alors, pourquoi ne pas faire payer aux assassins les avocats des victimes? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut... Il y a plein de choses à entrevoir. Voilà, il y a tellement de choses qui nous laissent, surtout quand tu n'es jamais arrivé. Va trouver un avocat qui te défend, va trouver un avocat... Puis même c'est cher. Puis d'abord c'est cher. Et puis, mais encore une fois... souvent les victimes sont déjà à terre. Voilà, c'est-à-dire que le problème c'est qu'on... Elles ont du mal déjà à remonter la pente. Voilà, après quand ton avocat... Un avocat, c'est quelqu'un qui travaille, qui doit être payé. Qui a des frais. Voilà, puis si tu prends, des équipes. Si tu prends un chirurgien hautement qualifié, il prend très cher. Voilà. Si tu prends un petit chirurgien, il prend moins cher. Donc là, c'est pareil. Le problème, c'est que... Il faut savoir vers qui se tourner. Voilà, et puis en plus, il faut savoir qu'on peut compter sur des aides. Et c'est ça le problème. Et personne ne le sait. Et personne ne le sait. Voilà. Donc, encore une fois, c'est compliqué de se défendre sans qu'on soit... Personne n'a demandé. Je ne pense pas qu'il y ait une famille de victimes qui a demandé ce qui lui arrive. Qu'on la prive de sa fille, de sa femme, de sa maman. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand le jour où le 17 décembre 2021, quand j'étais en Corse et qu'on m'a donné les clés de l'appartement à Julie et qu'on m'a dit il faut vider la maison et que pendant 10 mois, tout était resté dedans. C'était dur. Voilà. Alors, t'as été seule? Non, heureusement que j'étais avec les amis de Julie parce que je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais et ta femme dans tout ça? Non, elle était restée sur le continent. J'ai pas voulu qu'elle vienne parce que c'était compliqué et c'était la protéger. Et j'avais les petits enfants en plus. Non, Jordan aussi. J'ai pas voulu qu'il vienne parce que il était trop touché. Mais vous donnez à une famille de victimes les clés d'un appartement où il y a encore des traces de sang,
où il y a encore C'est- des c'est- affaires. Et en plus, C'est tu le fais. inimaginable. voilà, que la partie adverse, l'assassin de votre fille, paye une société pour nettoyer l'appartement. On n'a Mais pas je te besoin dis, d'y il y a plein de propositions Voilà, à faire. Il Mais y a des encore une fois. changements à mettre en place. Voilà, Mais on n'en est pas encore là. voilà. Et c'est pour ça que je te parlais quand je te parle de justice restaurative pour les hommes, alors que tu vois, tout ce que tu viens de dire n'est pas encore fait Oui, bien sûr. pour les femmes, pour les enfants. Il faut d'abord Donc, penser aux familles, Et aux victimes, totalement. aux victimes, aux familles, aux enfants. Un enfant qui n'a plus de papa et plus de maman, Il est orphelin. il est orphelin. Et le pauvre, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Parce qu'ils n'ont pas la chance dans leur vie d'aller chez les grands-parents ou chez une tante. C'est pour voilà. ça que tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que tu ne penses pas qu'on est en train de passer du coq à l'âne? Ah, mais ça C'est-à-dire fait. que rien n'est réglé, qu'on saute déjà le pas pour occulter. Non, pour occulter, Ouais. pour passer à autre chose. Oui, mais c'est Un moyen de tourner la page? je pense que Crash. c'est une façon de te faire comprendre qu'on t'a écouté. Mhm. Mais le résultat est toujours le même. Moi, je me bats, même si tout a avancé, je sais que les gendarmes reçoivent plus de plaintes et qu'ils sont à l'écoute. Mais quand une femme a porté plainte, elle repart toute seule. Mhm. Elle est toute seule. Mais c'est déjà une goutte d'eau dans l'océan. C'est une toute petite goutte d'eau, parce que de toute déjà façon... Oui, mais Mhm. encore une fois, elle ressort seule. Mhm. Et le Je problème, c'est qu'elle va rentrer à la maison ou pas. Si elle rentre, elle va reprendre. Si elle rentre pas, elle va où? Voilà, donc on tourne en rond. On nous promet des choses, ça avance, heureusement. Heureusement que ça avance et qu'on arrive à faire des choses. Mais il faut les faire, quoi. Alors, je voulais parler aussi du soutien. Les gens t'ont énormément soutenu. On a vu qu'il y avait eu des marches blanches. Est-ce que ça vous a aidé, toi aussi? Ouais. Ça aussi Ça nous a beaucoup aidé parce que quand on a fait la marche. Lapsus révélateur, aimer, Voilà, amour. voilà, exactement. Mais si tu veux, c'est que quand ça s'est passé en Corse, la marche blanche, le 9 mars, nous on était détruits, on était cassés. Et Est-ce qu'il y a eu un chef de l'État? Est-ce que tu as reçu... j'ai pas reçu de mots de chef d'État parce que bon, c'était un fait divers. Est-ce que quelqu'un t'a appuyé? Est-ce que tu as senti de J'ai la part du gouvernement quelqu'un qui... Non, pas à ce moment-là. J'ai Non. surtout senti un soutien énorme en Corse. D'accord. De toute la Corse, La puisqu'on Corse. on était 3500 ou 4000 Ah oui. à la marche blanche, Ah oui. et que c'était jamais arrivé en Corse. Mhm. Pour ça, que des gens sont venus de partout, et qui connaissent ou connaissaient pas Julie. Il y a eu le maire, il y a eu le maire des villages qui étaient là, et comme j'ai toujours dit, c'est que ce jour-là, quand on a fait la marche blanche, j'ai dit clairement que j'avais perdu une fille, mais j'avais retrouvé une famille. Parce qu'ils sont toujours été présents. D'accord. Voilà, j'ai senti Alors, est-ce que le fait qu'il avait tué la mère des enfants, et en Corse, c'est quelque chose, la famille, c'est quelque chose d'énorme comme un peu partout. Et puis, chez nous, à Vers, il était 900, où il y a eu le maire, la mère, il y a eu des gens, il y a eu Muriel Robin qui est venue défiler aussi. Il y a eu la ministre aussi qui a beaucoup parlé de Julie. Pardon. Il y a eu Marlène Schiappa aussi qui en a beaucoup parlé. qui a beaucoup parlé et qui parle beaucoup de Julie. Qui continue. Parce que je pense que l'histoire de Julie a tellement peut-être fait bouger les choses que c'est devenu aussi le symbole. Totalement. Et que dire le nom de Julie, ça rappelle aux gens beaucoup de choses et le travail qui est fait, quoi. C'est ça qui est important. Est-ce que tu penses que le nom de Julie est utilisé au final? Je pense qu'il est utilisé et j'espère qu'il sera encore utilisé. Ah, crash. Voilà, parce que il faut que, malheureusement, elle est plus là, mais si elle doit rester le symbole des violences faites aux femmes, qu'elle y reste, parce que les gens se rappelleront de cette violence et se rappelleront de qui lui il est par rapport à ce qu'il a fait. Tu veux pas qu'on oublie? Non, parce que si on oublie, il aura gagné. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il y a tellement de féminicides, qui ont eu lieu et dont on ne parle plus, que si l'histoire de Julie doit permettre qu'on se rappelle de ça, et à chaque fois qu'on dira son nom, on se rappellera c'est un féminicide, il faut que ça continue. Oui, il ne faut pas que ça s'éteigne. Voilà, il ne faut pas que ça s'éteigne. Et ça servira peut-être après pour les autres, je ne sais pas. Pour les plus jeunes aussi. Voilà, puis j'espère qu'un jour, on viendra me chercher pour expliquer tout ça dans les universités, dans les collèges, dans les colloques, tu veux dire. Dans les colloques, voilà, pour qu'on puisse faire comprendre à tous ces jeunes qu'il faut être vigilante. Voilà.
que les hommes, les jeunes garçons ne doivent pas laver la main sur une femme. Que la communication est primordiale. Voilà, et que les jeunes filles soient alertées de la moindre petite... Et n'aient pas peur de dire les choses. Voilà, puis le moindre geste qui ne leur paraît pas normal. Oui. Comme le baromètre, ils ont fait un baromètre. Voilà. Qu'elle s'en aille. Une mesure explicative, en fait. Qu'elle s'en aille, parce que c'est pas possible. Et surtout de ne pas rester isolé, d'en parler. Voilà, ça c'est une chose importante, il faut pas rester isolé. N'ayez pas peur d'en parler. Que ce soit une amie, un parent, vos parents. Si vous ne venez pas nous chercher, on ne peut pas vous défendre. Allez chercher quelqu'un. Voilà, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours une oreille. Et peut-être que cette oreille vous sauvera la vie. Peut-être. Mais si vous ne parlez pas, on ne peut pas le savoir. Alors là, je voudrais te parler d'un autre cas, un journaliste qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Alors, je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas de procès. Je crois que tu vois de qui je parle. Inscrit au fichier en plus des délinquants sexuels, ce n'est pas rien quand même, rien, ouais, bien sûr, ouais. Qui reçoit normal sur son plateau une victime agressée à l'âge de 13 ans. Sa victime n'étant autre que Benjamin Écuyer. Donc, alors moi j'ai 3 questions. Je vais déjà te poser la première. Est-ce normal qu'il soit toujours, qu'il occupe toujours la place qu'il a dans les médias? Bien sûr que non. Si encore une fois, c'est si tu veux, je suis pas la justice. Je défends pas parce que. On va me dire que je veux sa place. Non, ouais, peut-être. Non, mais ce que je vais expliquer. Je vais en prendre pour mon grade. C'est pas grave, crash. Ce que je veux expliquer, c'est que encore une fois, il devrait pas être là. Maintenant, il est là. Il est là. Il est là. Mais ma question, est-ce normal? Non, bien sûr que non, c'est pas normal. Dans le doute, même si le doute. On parlait tout à l'heure du bien et du mal. Voilà, pour moi, non, il a pas à être là. De toute façon, c'est normal. D'accord. Alors, ma deuxième question. Penses-tu que ça lui procure de la jubilation de recevoir des personnes vulnérables? Est-ce qu'il jubile? Est-ce que tu penses que ça le satisfait intérieurement? Je pense que oui. Parce que depuis des années, ces plateaux, c'est des personnes vulnérables. Je pense que oui, parce que ça doit montrer que finalement, il peut continuer avec toute impunité. En toute impunité. Donc 2 poids 2 mesures. Toujours. Ouais. Et j'avais une autre question. Penses-tu que les gens sont prêts à tout pour le buzz? Je pense, ouais. Et les chaînes pour l'audimat? Je pense aussi. Tu penses que je pense aussi. Abat la moralité? Pas partout, mais je pense que beaucoup, oui. Beaucoup, oui. Les médias, pour toi, ils sont corrompus? Non, ils sont pas corrompus parce que ça serait... ils font leur boulot. Voilà, je pense pas qu'ils soient corrompus. C'est que c'est un moyen de s'exprimer. Et je pense qu'on... Mais quand tu vois qu'on laisse une personne qui est condamnée, qui est inscrite sur un fichier sexuel, de délinquance sexuelle, même si c'est que du sursis, c'est une condamnation. Ça te fait pas penser aussi à Adrien Quatenne qu'on laisse revenir en politique? Bien sûr. Quel exemple ça donne, à ton avis, aux jeunes? Non, mais ça donne pas un bon exemple. De toute façon, encore une fois, le problème, c'est que ça ne devrait pas exister. Mais ça existe. Donc, si tu veux, Quatenne, il est revenu. La moitié de la population, je pense, ou les 3/4 sont contre, mais il est là. Et la justice fait qu'il a le droit de revenir. Et on ne peut pas s'opposer à la justice. Donc, c'est la justice qui fait peut-être mal son travail. Et pour ce journaliste qui est condamné, qui est en sursis, c'est pareil, la même chose? Je pense que ça devrait être la même chose. Et voilà, il est là. S'il est là, c'est qu'il a le droit d'y être. Moi, je suis contre. Mais la justice lui donne l'autorisation d'être encore là. Et la moralité de la chaîne? La chaîne, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire s'ils ont pris cette décision. C'est encore une fois peut-être parce que... Pour les chiffres. Voilà. Ouais, donc tout est question de pognon. Je pense, oui. T'as craché. Voilà. Non, mais je pense parce que c'est malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, on fait tout événement est bon à prendre pour faire du business. C'est la loi. Alors maintenant, je vais te poser une autre question. En sachant tout ça, tu aurais un enfant ou alors un de tes petits-fils serait victime d'une agression sexuelle. Je ne te le souhaite pas. Oui, bien sûr. Mais
tu accepterais l'invitation de ce journaliste? Ah non, sûrement pas. Non, non, non. Pourquoi? Parce que d'abord, je l'attaquerai en justice. D'abord, non, mais c'est pas cette personne. Admettons que ton petit-fils soit victime d'une agression sexuelle d'une tierce personne et soit demandé pour ce genre d'émission. Ah oui, non. Pourquoi? Non, parce que me connaissant, ou alors si je venais à y aller, oui. Ce serait pour crier ma colère. Pour crier ce que j'ai envie de crier. D'accord. Et pas pour qu'on me dise stop, tu peux pas, il faut dire non. Si je vais un jour à cette émission, j'espère ne jamais y aller, mais c'est pour crier ce que je dois crier, que j'ai envie de faire. Si je dois tout casser, je casserai tout. Donc quelque part, tu es en train de me dire que si tu vas à cette émission, sur ce plateau, c'est parce que tu as besoin d'être entendu. Ah oui, c'est clair. Tout simplement. Tout simplement, pour pouvoir crier ma version à moi et crier ma colère. Mais tu laisserais ton petit-fils qui s'est fait agresser sexuellement aller à cette émission pour crier sa colère? Non. Lui, pourquoi? Parce que lui, je le protège. Lui, il n'a pas besoin d'aller crier ça. Il a assez subi ce qu'il a subi pour apparaître. Non, mais admettons qu'il n'ait pas subi ce qu'il a subi. Il a subi ça. Ouais. Mais si c'était pas le cas, s'il avait une vie normale, mais qu'il avait subi une agression sexuelle. Ah non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas lui le mettre en avant, lui qui est jeune, début de sa vie, devant des médias qui vont peut-être pas avoir de retenue, qui vont sortir des choses lourdes, dures à entendre. Et puis c'est pas la place d'un enfant. C'est trop compliqué pour eux. Et admettant qu'il ait 18 ans? À 18 ans, s'il veut aller pour crier sa colère, oui, qu'il y aille. Mais comme moi, de la même façon que moi. C'est-à-dire que s'il doit tout péter, il pètera tout. Mais est-ce que quelque part ça te dérange ou pas? Est-ce qu'il y a le niveau moralité, il te dérange ou pas du fait de savoir que ce journaliste en question est condamné? Ah oui, s'il est condamné, oui, ça me dérange, bien sûr. De savoir qu'il apparaît sur un fichier bien sûr que ça me dérange. d'agresseur sexuel? Bien sûr que ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange, c'est normal. S'il apparaît sur un fichier, c'est déjà pas normal qu'il soit là, mais encore une fois, c'est pas nous qui le décidons. Mais non, je ne pourrais pas. On a l'impression que la chaîne a des œillères. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Je sais pas si comment ça se passe exactement dans la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de bureaux, et chaque bureau est indépendant. Donc je vais pas juger la chaîne, je vais juger le bureau. J'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien parce que tu craches. Voilà, je parle le bureau. Malheureusement, c'est comme ça, puisque dans toutes les chaînes, il y a plusieurs... voilà. Mais c'est vrai que c'est... Et toi, sachant, tu as déjà fait ce genre d'émission? J'ai fait... Tu as participé? J'ai participé à des émissions comme ça. Mais quand j'ai participé à cette émission, j'ai participé en expliquant ce que je voulais. Exactement, tu avais besoin de sortir ce que j'avais besoin de parler de ce que j'avais vécu. Tu avais besoin de visibilité. Voilà, et j'avais besoin d'expliquer aux gens pourquoi j'étais là. Et ce que je voulais faire comprendre. Voilà. Mais est-ce que tu es parti à cette émission parce que c'était ce journaliste-là ou c'était parce que tu avais justement l'audimat, l'audience, j'avais l'audience, la chaîne? Voilà, non, j'avais l'audience, j'avais la chaîne. T'as craché. Et j'avais voulu, et j'ai voulu montrer, expliquer aux gens ma douleur. Et après, ça a été une autre chaîne, peu importe la chaîne. J'allais pas pour une chaîne, j'allais pour crier ma colère et crier ce que je voulais qu'on sache. Voilà, j'ai fait des plus petites chaînes, des plus grosses chaînes, c'est pas grave. C'est que tu sais que tu vas être écouté et c'est ce que tu recherches. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé sur certaines chaînes? Jamais. C'est toujours bien passé. J'ai toujours eu la chance d'avoir les médias très à l'écoute et très respectueux de ton histoire, de mon histoire et de moi et de tout ce qui s'est passé autour. D'accord. Là, c'est vraiment une chose que je tiens à dire, parce que peu importe ce qui se passe autour, les médias que j'ai sollicités, qui m'ont sollicité, ont encore une fois été très, très respectueux, et je les en remercie tous. Parce que jamais il y a eu un mot de travers, jamais une parole n'a été tordue ou dit autre chose que j'avais dit. Ils ont toujours respecté ma douleur et mes mots. C'est important. Très, très important.
Et encore une fois, je les remercie pour ça. Alors je te dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que pas mal de victimes étaient utilisées ou se sentaient utilisées actuellement parce qu'il y a besoin de témoignages. Et d'ailleurs maintenant il y a même des victimes qui se rebellent et qui refusent. Bientôt je recevrai une maman ici. Mais alors je voulais avoir ton avis. Bah après, ça dépend ce que la victime recherche et ce qu'elle veut faire passer. Je sais que c'est normal qu'un média va chercher un témoin, une personne. Et puis une autre, et puis une autre. C'est normal. Ouais. Mais encore une fois, ils viennent vous chercher, mais ils ne vous obligent pas à le faire. D'accord ? Donc, ouais, c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté tout parce que c'était une façon de visibilité et d'expliquer ce que je voulais expliquer aux gens. Après, personne ne m'a jugé si je suis venu ou pas venu. J'ai refusé. Et puis, si t'as annulé des voilà, fois. Des fois, voilà, c'est quelque chose de normal. C'est pas, on ne vient pas vous chercher de force. Voilà, et moi, encore une fois, je remercie les chaînes qui, quand j'ai eu besoin d'elles, étaient là et ont répondu présentes. Parce que, peut-être c'était l'histoire de Julie aussi, mais aussi parce que j'ai été respectueux de ce que j'ai fait avec eux, tu vois. Après que tu te rebelles parce qu'on vient à t'acharner, viens, venez, nanana, c'est possible, c'est sûrement vrai. Mais encore une fois, c'est un choix. Tu peux ne pas ouvrir la porte à un média. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Hein. Voilà, ben oui, c'est ce que je te dis. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est un choix personnel. Exactement. Voilà. Exactement. Et je continuerai s'il y a besoin, parce que c'est aussi une cause que je veux continuer à me battre pour les violences faites aux femmes. Comme tu disais tout à l'heure, si tu veux pas qu'on oublie. Voilà, et si demain, les médias viennent me chercher et me demandent de participer à des émissions, je serai présent si les émissions sont correctes. Voilà, c'est clair. Tu dis bien correct. Voilà. Donc tu as une moralité. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais parler d'autre chose. On va faire un peu de gaieté. Hein. Alors, il y a eu un festival incroyable auquel Mélanie Baudy a participé. Alors, Mélanie Baudy, c'est une artiste engagée. Et justement, tu vois, de tout ce qu'on a parlé, Crache ton venin, tout ce qu'on dit dans Crache ton venin, tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission est représenté à travers des dessins. Ah oui. Voilà, Mélanie Baudy, c'est de la couleur, c'est des femmes qui hurlent, c'est des petits mots, de l'art mélangé avec des mots qui veulent dire beaucoup. C'est bien. Et c'était vraiment magnifique, ça se passait à Porte de Bagnolet et c'était un spectacle éphémère, c'est un festival éphémère et c'était vraiment incroyable. Alors j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, bah oui. Parce que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller, je vous assure que c'était à pas louper. Hein. Vraiment, vraiment. Mélanie Baudy, elle fait des petites BD, les petites rebelles. Je pense que ça parle à tout ça parle à tout le monde. Tu les as jamais vues sur les réseaux, les petites rebelles hein? Non, parce que c'est vrai que si tu veux, moi, je reconnais que j'avais la tête tellement entre les petits-enfants. C'est incroyable. Mais il y a plein de choses qui arrivent. Hein. Là, j'ai reçu une invitation d'une association qui va faire aussi un truc extraordinaire. Je peux peut-être en parler un petit peu. Oui, qui va faire la traversée du continent à Calvi en skysurf. Oui. Alors, je ne sais pas la date exacte, justement pour reverser l'intégralité des dons aux associations de violences faites aux femmes. Et c'est... mais je ne sais pas exactement la date. Hein. C'est entre... Oui, c'est quel est le nom de l'association Non, c'est Hélène de Poncet qui va être sur le skysurf. Oui. Et voilà. Mais je n'ai pas exactement tout bien précis. Alors, je ne sais pas. Tu reviendras vers nous pour nous en parler. Bien sûr. Voilà. Pas de souci. Je suis normalement avec Laura Rapp, les parrains. Oui. Donc, on ne sait pas si on y va ou pas. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des trucs qui bougent de partout. C'est ça qui est important. Et c'est bien. Donc tu disais tu étais avec Laura Rapp. Laura Rapp, je l'ai reçue ici aussi. Hein. Y a eu le festival aussi de Bourg-les-Valences. Ouais. Tu étais parrain aussi ou pas du tout Bourg-les-Valences, on y a été. Oui. Non, j'étais pas parrain moi. Parce que j'étais pas sûr au départ. Et puis Laura, c'était vraiment... C'était quelque chose de super aussi. Voilà. Ça s'est très bien passé. Non, puis en plus, c'est important d'expliquer aux gens tout ce que subissent les victimes, les familles de victimes et les femmes qui s'en sortent. Ouais.
C'était une conférence intense. Voilà, parce que c'est prendre conscience de ce qu'elles vivent encore aujourd'hui, c'est dingue. C'est La incroyable. peur qu'elles ont, les questions qu'elles se posent de demain, comment je vais vivre quand il va Comment s'en sortir, remettre? puis comment je vais vivre demain quand il sera dehors. Et puis on voit aussi que des fois, il y a un avant puis un après aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est important. Bah alors, il y a la thématique des baies ici, parce que je vois que le temps passe. Hein. Oui. Alors, j'aimerais que tu me dises où tu te situes. Parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans les cases. Tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de Booba, c'est tout de suite le bad boy, alors que tu as vu Lacoste qui défend. Ouais. Tu as vu les crocognès. Non, mais attends, il défonce Normal. tout le monde. Ouais, normal. Donc, alors, est-ce que tu te considères plus comme étant bourgeois dans ton âme, banlieusard, bobo ou bof? Bof, c'est la terre. Non, banlieusard. Banlieusard dans l'âme. Banlieusard dans l'âme. J'ai vécu la banlieue. C'est vrai? J'ai vécu toute ma jeunesse. Créteil. Non, Créteil, ça a été juste un passage. Ah, d'accord. J'ai vécu à Vitry-sur-Seine, dans Vitry. les HLM. Voilà, des années. Et puis voilà, non, c'est banlieusard. Banlieusard dans l'âme. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau de le dire. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de... Ah, c'est dans pour les ça que tu banlieues, il y a connaissais beaucoup de vie. Booba. Hein. Voilà. Non, mais il y a Ça t'a beaucoup pas de vie. choqué? Il y a beaucoup de vie dans les banlieues. Il y a beaucoup de vie. Il y a aussi beaucoup de choses pas bien. Beaucoup de castagnes. Voilà. Mais ça fait partie des banlieues. Il y a les petites castagnes. Nous, c'était les petites castagnes. Ouais, les gentils castagnes. Voilà. Allez, on va dire ça comme c'était ça. les clans. Les clans. Les clans, mais les petits clans. C'était les gentils. Bah, je vais faire ta dédicace. Vas-y. Bah, je t'ai fait une petite dédicace quand même. Lucien Douib, tel un rempart, tu te places en bouclier contre l'inaction de notre nation. Ta voix fait résonance, elle est de celles qui ne disent pas amen, qui se dressent pour que l'injustice cesse. Ton étoile est dans le ciel, et pour elle, tu soulèves des montagnes. Elle t'a laissé ses bébés, et depuis, tu n'as cessé de hurler des vérités. Grâce à toi, beaucoup de parents ont pu garder leur enfant. Tu as réussi à modifier certaines façons de penser. Et pour cela, laisse-moi te remercier. Merci. C'est moi. C'est moi qui vous remercie de tout ça, de continuer tout ce que vous faites et surtout nous donner la possibilité d'en parler. C'est important d'en parler. Voilà, c'est ça. Crache-feu que c'est important. C'est très important. Il y a des gens qui restent avec ça à l'intérieur. Voilà, et malgré le fait d'en parler, sachez qu'on est aussi rongé. On est toujours rongé. Tu le disais, on est rongé de l'intérieur. Ouais, on est toujours. C'est perpète. C'est perpète. Tu rejoins Jean-Jacques Bertin. Bien sûr, absolument. On a Laura, 22 ans. toutes, Et 22 Lucie ans, est venue ici. toutes celles qui sont parties, toutes celles qui malheureusement souffrent. On est rongé de l'intérieur. On est détruit. C'est-à-dire que ces hommes n'ont pas détruit qu'une personne. Ils sont pas. Ouais, développe un peu parce que c'est vrai qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. En fait. Ils ont pas tué ils ont tué qu'une personne. On parle souvent des coups, on parle souvent de la victime, mais on ne parle pas de l'entourage. Bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est ces hommes, ils ont tué physiquement qu'une personne, mais ils ont tué à l'intérieur des dizaines et des centaines de personnes. Ils ont tué la vie des enfants qu'ils ont laissés. Ils ont détruit la vie des cousins, des tontons, des copains, des copines, des amis. Et il y en a qui ne se remettent pas. Même des amis proches qui ne se remettent pas. C'est ça qui est dingue. C'est que, quand tu dis pas s'en remettre, c'est sombrer dans la dépression? Non, c'est vivre avec ça et au quotidien avoir un coup de blues. Moi, quand je regarde une émission... Un trauma, quoi. Un trauma à vie. Voilà. Un geste violent, je me révolte. Tu regardes une émission, une série, il y a un coup de feu, ça te marque. Tu sursautes parce que... Et puis tu deviens très sensible. Moi, je suis devenu très sensible parce que le moindre... Je le vois pendant toute l'émission, tu as les yeux qui brillent. Oui, parce que... Tu as une sensibilité particulière. Non, c'est parce que c'est à fleur de ils peau. t'ont enlevé, Ils ont enlevé une partie de ta vie. Et c'est pas que ta vie, c'est notre vie de grands-parents, c'est notre vie de parents. Il n'y a plus d'équilibre. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont bouleversé notre système de vie qu'on était préparé à vivre, en se disant on a passé le plus dur, le travail. On est retraité. Là, ça crache, hein, c'est pour les retraites. Bah oui, on vit et tout ça, c'est fini. C'est fini. T'as plus de vie de retraité, t'as la vie, tu as le nom.
de papy, de mamie, mais tu deviens des parents, et des parents avec tout ce que ça C'est ce que comporte. j'allais dire là. Papy et mamie, mais en fait, non, parents. Parents. Enfin, vraiment Tu parents. as le nom, quoi. tu as Oui, le nom de voilà. papy et de mamie, mais tu deviens parent parce que tu vas élever tes petits-enfants, Bah, mes justement, petits-enfants. qu'est-ce que ça fait de devenir parent de jeunes enfants comme ça, alors ça qu'on est de- grands-parents? Ça devient... ça te donne l'envie de continuer. Hmm. Ça te Est-ce que motive. c'est dur? C'est très dur. C'est très Est-ce dur. qu'on peut jouer au foot? Est-ce que Ah non. c'est dur? C'est-à-dire que quand tu es grand-parent comme moi, Allez, crash. oui, tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force physiquement Hmm. de faire tout ça. Donc tu essayes, mais tu peux pas être présent comme un papa ou une maman est présent. Un papa, il va les prendre, il va les emmener au terrain de foot, il va jouer au foot avec, il va faire du tennis. On il se va- fatigue plus vite. Voilà, il va faire de l'acrobranche. Moi, si je fais de l'acrobranche, j'ai peur de redescendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu leur amènes. Je suis sûre que tu le fais. J'ai essayé, Voilà. mais j'ai eu des retombées un peu compliquées quand même. J'essaye, mais tu leur donnes l'amour, mais je pense qu'ils ont besoin de partager des choses avec toi que tu peux pas faire. Mm. Puis tu as aussi le fait que quand c'est Noël, il n'y a plus de maman. Ouais. Quand c'est Donc l'anniversaire, chaque Noël, c'est chaque difficile. anniversaire, chaque fête des mères, tu retombes dans ce qu'il a fait et ça te bouffe. Ça te bouffe de ne pas pouvoir crier, entendre des enfants dire bonne fête maman ou Ouais. le petit cadeau pour maman. Voilà, c'est ça qui est Est-ce que dur. tu as trouvé une parade à ça, toi, ou non? Non. Il n'y a pas de parade. Non, j'ai pas de parade. Moi, personnellement, je cherche encore, mais je pense que j'en aurai pas. Je pense que... Qu'est-ce que vous faites? Vous occultez? Vous faites quand même la fête? Oui, on fait la Ouais. fête, mais dans cette fête, il y a toujours un moment Un manque. où elle manque, où elle manque. Ouais, elle manque. Et voilà, et il y a toujours un moment, même si tu rigoles, et il faut que tu rigoles parce que c'est important, tu vas avoir un coup de déprime parce que tu penses, distribution de cadeaux Noël dernier, ben oui, mais tout le monde a son cadeau, mais elle n'est pas là. Ouais. Donc, c'est comme ça, tu les emmènes au théâtre, tu dis, elle n'est pas là, maman. Tu vois? Et moi j'ai beaucoup de mal à me dire, avance, c'est comme ça, tu n'aurais Ouais. pas pu l'éviter. Non. Mais tu disais tout à l'heure, tu te reproches beaucoup de choses. Ben oui, puis quand tu as vécu ce que j'ai vécu avec Julie et être aussi proche d'elle, je devrais pas, mais j'aurais pu ou pas, je sais pas. Avec un homme comme ça, j'aurais Puis pas tu pu. sauras jamais. Voilà, j'aurais pu y passer aussi, c'est clair, c'est net, mais tu te dis, est-ce que j'aurais pu? Voilà. Et Tu puis, sauras jamais. voilà, je ne saurais jamais. Le principal, c'est que les enfants ils aillent bien. Voilà, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous booste C'est les enfants. à continuer à avoir l'envie de Ils réussir. redonnent le sourire. Voilà, puis essayer de partager avec eux le maximum de choses. Tu vois. Puis on a la chance d'avoir une grande famille. Puis ils travaillent bien à l'école. Ouais, ils sont adorables, ils sont au top. Et notre victoire, à nous, la famille, c'est que ils ont dit clairement à leur avocat et au juge pour enfants qu'ils ne veulent plus entendre parler de leur père et qu'ils ne veulent plus le voir. Et ça, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire. Voilà. Vous avez gagné. Voilà. On a gagné que... Julie, elle a gagné. Voilà. Et que si lui où il est, il est détruit parce qu'il il voit plus ses Il n'a plus enfants, rien. c'est bien fait pour lui. Ouais, c'est bien fait pour lui. Alors, Voilà. ça sera peut-être le mot de la fin. Tu as été content de venir dans le J'étais Crash? très content de venir et de pouvoir parler aussi ouvertement de tout ça T'as avec pas toi. été déçu? Non, pas Tu du reviendras? tout. Je reviendrai. Et j'espère que tu auras beaucoup de gens qui vont venir. C'est très important de pouvoir le parler, le crier de cette façon. Merci.